Ce qui se passe sur votre iPhone reste sur votre iPhone, clame Apple pour garantir la sécurité de vos données. Et que dire des vieilles pubs des années 2000 qui claironnent que contrairement au PC, il n'y a pas de virus sur Mac. Mais peut-on encore aujourd'hui affirmer qu'iOS et macOS sont plus sûrs qu'Android et Windows? L'affaire Pegasus a prouvé que l'iPhone n'était pas inviolable au logiciel espion. Bref, les attaques se multiplient envers les plateformes d'Apple, dont le succès attise de plus en plus les convoitises des vilains hackers, comme l'illustrent les alertes envoyées récemment à ses utilisateurs par Apple. Le phénomène va-t-il s'accentuer, comme le craint la direction de la firme de Cupertino, avec l'application en Europe du DMA, le Digital Market Act, qui autorise l'ouverture d'App Store alternatifs? Débat. Le Mac. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire avec comme invité en plateau cette semaine, il nous fallait un spécialiste de la cybersécurité, Vincent Olivier. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Alors Vincent, vous êtes le Channel Marketing Manager du spécialiste de la sécurité Bitdefender. Vous avez une jolie petite illustration, c'est une petite planète où on voit s'afficher toutes les attaques en temps réel que vous détectez, hein, c'est ça? Exactement. Voilà, on peut voir la map où on voit les attaques en temps réel. Ça fait peur. Voilà, ça bouge beaucoup. Donc effectivement, en fonction de l'heure à laquelle on se connecte, il y a des moments qui sont plus ou moins actifs. Si on peut remettre la map deux petites secondes, parce que c'est intéressant de voir où elles arrivent et où elles partent. Regardez bien, c'est assez instructif. Si on remet la map, voilà. En ce moment, on voit que les États-Unis sont quand même particulièrement touchés. C'est l'heure. Ils bossent en ce moment. Exactement. Il est 19h à Paris. Et on voit également la Belgique, elle s'en prend mais plein la figure. Alors la Belgique, alors une fois, terrible. Et ça part souvent du côté de l'Est de l'Europe, hein? Souvent. Ah, c'est étonnant. Ou un peu Sans plus nommer. vers l'Asie, là-bas aussi. Voilà, sans nommer exactement le lieu. Et on voit également les différents types d'attaques. Donc, est-ce que c'est du spam? Est-ce que c'est des infections par virus? Voilà. On va lister des informations ensemble ce soir. Oui, pardon. C'est des informations qui sont en open data. Vincent. Donc c'est accessible à tous facilement. Voilà, et puis on va lister, Vincent, ensemble, la liste des attaques possibles, notamment pour les iPhones et les Mac, car les Mac et les iPhones ne sont pas forcément immunisés, vous allez voir ça. À vos côtés, Vincent, le lumineux, que dis-je, l'éblouissant, Laurent Pantanage. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Alors les syndics ont toujours intérêt à te contacter, mon cher Laurent. Oui, on en aide à peu près 150, donc que ce soit syndic ou avocat spécialisé en droit de la copro, en droit immobilier, on aide les plus beaux cabinets. Donc si vous connaissez parmi vos amis un syndic ou un avocat en droit immobilier, qui me contacte. C'est tout? C'est tout, c'est déjà pas mal. En duplex, je pense que lui aussi a hacké mon script. Il a réécrit tous les lancements. Le splendide, le beau, le brillant et toujours plus jeune. Donc ça, c'est hacké. Hein. Christophe Degrave d'Underside. Bonjour Christophe. Hello Olivier, cette fois-ci, c'est absolument pas moi. Je tiens à préciser. Non. Donc mon nez me dit que ça doit venir de chez Laurent. Ah. Du côté de ton côté gauche. Tu as un détecteur Bitdefender, c'est ça, sur ton ordinateur? C'est ça? Exactement. Ok. Également en duplex, le plus onirique des profils de la tech, je cite, Monsieur Didier Poulicani. Hello Didier. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi, ça fait plaisir de se retrouver, tu vois, surtout pour parler de sécurité, parce qu'il y a des choses à dire quand même. On aurait dû inviter un représentant d'Apple, il nous aurait dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de virus. On va faire jamais de problème. Ça va faire plus rapide. C'est un peu plus compliqué que ça. Et puis un salut particulier, comme chaque semaine, aux membres du Club ORLM. C'est la version premium de notre chaîne YouTube. En vous abonnant, vous soutenez ORLM et ses équipes. Et en contrepartie, une émission est disponible en avance, rien que pour vous. Plusieurs jours à l'avance, puisque ce soir on enregistre lundi soir et l'émission ne sera diffusée que pour le reste des abonnés YouTube que vendredi. Vous êtes aussi invité à venir nous voir, assister aux enregistrements au village ici bas et à Paris. Toutes les infos sur notre chaîne YouTube ou en scannant le QR code que vous avez vu à l'écran. Allez, place à notre sondage hebdomadaire qui portait bien sûr sur la sécurité. Utilisateur de Mac ou d'iPhone, utilisez-vous une solution de sécurité pour protéger votre appareil des virus, malware ou autres hacks potentiels? Pensez-vous que cela soit utile sur les plateformes d'Apple comparé à Windows ou Android? Et vous étiez seulement 17,9% à répondre par la positive oui, seulement 17,9%. 28,1% à répondre oui, utile mais je n'en ai pas. Donc ça commence à faire beaucoup.
Pas utile, 51,1%. Non, 54. 54,1%. Mais heureusement que tu es là. C'est avoir du mal. Je suis un peu malade en ce moment, donc il faut être bien indulgent. Pas mal de réactions sur Twitter suite à ce sondage, notamment d'Antoine. Je ne sais pas si c'est indispensable, mais j'en ai un par sécurité en cas d'inattention si j'accède à un site ou que je télécharge un fichier qu'il ne faudrait pas, mais il me sert également de surveillance dark web pour mes adresses mail, par exemple. Autre réaction de KZAX. Pardon, j'ai un Mac sans aucune protection, mais même si j'ai voté pas utile, je me demande si j'ai raison, mon cher Vincent. Sur mon iPhone, je confirme, selon moi, c'est inutile. On va en parler ensemble. Et enfin, Mano, le meilleur antivirus est installé entre le clavier et la chaise. Je n'ai donc pas d'antivirus. De plus, je trouve qu'Apple est suffisamment sécurisé pour s'en passer. Avant de passer la main à Laurent, qui n'expliquera qu'un petit peu cet aspect un peu culturel chez Apple, on comprend qu'il y a beaucoup de travail d'évangélisation à faire du côté de la communauté Mac. Hein. Oui, et Apple en général. Oui, tout à fait. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la principale menace aujourd'hui, c'est pas les virus. Ça va être les attaques par SMS, les attaques par phishing, l'usurpation d'identité, les faux conseillers bancaires. Voilà, il y a toute une pléthore d'attaques. Les virus, finalement, ça va représenter moins de 6% des attaques. C'est-à-dire que 94% des attaques sont compatibles tout OS. Alors ça tombe bien parce qu'en fin d'émission, on vous réserve une liste de bons conseils, de tips à suivre pour éviter ce genre d'avatar. Alors on le disait, Laurent, c'est un peu culturel, hein, du moins pour les utilisateurs de Mac, ce réflexe de ne pas se sentir menacé et pas besoin de se prémunir. Oui, alors il y a plein de raisons à ça. C'est là que c'est intéressant. En préparant l'émission, je me suis rendu compte que historiquement, la plateforme sur laquelle ça tournait, donc je remonte au PowerPC, hein, c'est pas une plateforme qui était très enclin à ce que, c'est pas comme Intel, et surtout que c'était plus facile sur Intel. Alors les gens vont me dire, ah, Laurent, il dit n'importe quoi, un ordinateur. L'architecture. Non, c'est pas ça, c'est la façon dont étaient faites les applications dans l'architecture Apple. C'est un Unix en plus, donc tout à fait. Non, mais il y avait déjà un peu d'encapsulage d'applications, des process indépendants, etc. Ce qui est marrant, c'est que là, on parle des années 2000. Et là, on est en 2000, presque 25, on est presque un quart de siècle plus tard. Et donc, il s'est passé quoi dans ce quart de siècle ? Il s'est passé deux choses qui ont changé. La première, c'est que d'un côté, les machines Apple, qui étaient inintéressantes parce qu'elles représentaient moins de 3% du marché, sont devenues intéressantes parce qu'elles représentent une plus grosse part du marché. On a préparé des chips, mais on en parlera un peu plus tard. Et la deuxième chose, c'est que dans ce même temps, Apple a communiqué donc l'effet inverse. Donc tu devrais te dire, comme je suis plus visible, je deviens plus... La cible sur moi a grossi, hein, là où avant... Et encore une fois, un hacker, c'est un retour sur investissement. S'il va faire quelque chose pour essayer de rentrer sur une ou plusieurs machines ou de servir de machine comme un bot, il vaut mieux le faire sur là où il y a le plus de masse possible. Donc l'univers PC demeure un univers beaucoup plus intéressant. Mais au-delà, Apple, pendant longtemps, attends. a affirmé qu'il n'y avait pas de virus sur Mac. Mais pourquoi ce que dit Vincent est intéressant, c'est que les propriétaires de Mac sont sur le papier économiquement ou socio-économiquement plus riches. Donc aujourd'hui, il devient plus intéressant d'aller attaquer les personnes qui sont sur Mac en se disant, si je fais du phishing ou autre chose, j'ai peut-être plus à récupérer sur quelqu'un qui a un Mac. La question, c'est pas d'expliquer pourquoi aujourd'hui Apple... Le troisième point, dernier point, c'est que Apple a aussi, pendant ce temps, énormément communiqué. Et donc, c'était sur le site d'Apple, je me souviens, Apple, il n'y a pas de virus sur Mac, c'était marqué, ça a disparu. Hein, mais ils l'ont fait aussi dès qu'il y avait les conventions à Las Vegas, ils n'étaient pas présents au CES, mais il y avait l'énorme cadenas fermé. Il y a mieux que ça, Laurent. Oui, c'est vrai. La preuve en image. Regardez cette vidéo. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. Gesundheit, you okay? No, I'm not okay. I have that virus that's going around. Oh, yeah. In fact, you better stay back. This one's a doozy. That's okay, I'll be fine. No, do not be a hero. Last year, there were 114,000 known viruses for PCs. PCs, not Macs. So, you just grab this one. I think I got a crash. Hey, if you feel like that'll help, good. Et donc, il y a quelques années, carrément sur le site d'Apple, inscrit, il n'y a pas de virus sur Mac. Oui. Ça a disparu. Hein. Oui, mais c'est plutôt vrai, une fois encore. C'est plutôt vrai. Pour les virus. Pour les virus, mais le problème aujourd'hui, c'est pas, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est pas forcément le virus. Même sur PC d'ailleurs. Hein. En fait, le phishing rapporte beaucoup plus qu'un virus. Le virus te sert à faire quelque chose d'autre. Christophe, Didier, peut-être une petite réaction. Vous êtes d'accord avec Vincent ? Les risques ne se limitent pas au virus aujourd'hui, ou même d'accord avec Laurent ?
Oui, bah c'est ça, effectivement. Ça ne se limite pas qu'au virus. On parlait du phishing dans les entreprises, par exemple, faire en sorte de régulièrement tester ces utilisateurs pour voir s'ils vont répondre à des campagnes de phishing qui sont fausses, de façon à ce qu'ils puissent être bien informés au moment où il y a une vraie attaque de phishing qui arrive, c'est hyper important. Après, phishing et antivirus, ça n'est pas antinomique, hein, c'est souvent même hyper compatible. Hein. On commence par le phishing, on clique sur un lien, on arrive à un endroit où on télécharge un virus, etc. etc. Donc c'est vraiment pas une seule attaque, mais ça peut être tout un schéma d'attaque bien plus complexe. Et effectivement, sur la partie logicielle qui est importante, avoir Bitdefender, avoir d'autres logiciels antivirus, c'est important, bien entendu, mais effectivement aussi avoir ce qu'on appelle aujourd'hui le pare-feu humain, à savoir tout simplement, comme le disait Mano, tu vois, entre la chaise et le clavier, c'est vrai que c'est important de s'assurer que les utilisateurs soient bien informés pour réagir correctement aux différentes étapes. Didier, et puis au-delà, il y a la notion de porteur sain, c'est-à-dire que certes, on est immunisé contre les virus, mais si on reçoit un email avec une pièce attachée qui est un virus et qu'on la forward sur un PC, on devient porteur sain. Hein. Ce qui était l'argument au départ pour te faire acheter des antivirus à une époque, je me rappelle d'Apple Expo, tu sais, où il y avait Intego qui avait son grand stand et tout le monde se moquait un peu en se disant mais bon, c'est un peu du marketing tout ça. Oui, mais vous protégez aussi les gens avec qui vous échangez des emails. Moi, j'ai deux petites anecdotes amusantes. Le plus gros virus que j'ai eu sur Mac, c'était plutôt à l'époque de macOS 8. Tu vois, j'avais des trucs qui... Il y en avait beaucoup, ouais. J'arrivais pas à m'en débarrasser. Ouais, il y en avait pas mal. En fait, notamment dans les macros Excel. Beaucoup, énormément. Oui. Ça, et puis des scripts au démarrage aussi. Mais on téléchargeait beaucoup de trucs un peu, tu sais, sur les sites, les émulateurs, les machins à l'époque. Enfin bon, moi je faisais pas mal de trucs comme ça. Et un deuxième truc amusant aussi par rapport à la publicité qu'on a vue, c'est que c'était aussi à l'époque, je sais plus comment il s'appelait ce virus. En fait, tu mettais juste un PC sous Windows 95 sur Internet. Et tout de suite, il plantait. Tu sais, moi j'ai eu ce truc à la fac où tous les ordinateurs étaient plantés. Je sais plus comment c'était pas I Love You ou un truc comme ça. Et I Love You, c'était à l'année 2000, je crois. Ouais, et en fait, je pense que beaucoup ont été traumatisés par ce truc-là sur PC. Effectivement, on avait ce côté où il n'y avait rien besoin de faire sur PC à une époque pour avoir des virus comme ça. Donc, attends, sur Didier, Mac, justement, Didier, juste pour compléter ce que tu étais en train de dire par rapport à Windows, je me souviens d'une pub pour Windows NT, donc qui était encore avant Windows 2000. Et donc, c'était vraiment une pub pour les entreprises. C'était une, enfin, on m'a raconté, je suis beaucoup trop jeune, mais on m'a raconté. Et effectivement, il y avait une affiche, une publicité sur laquelle on voyait un ordinateur qui faisait tourner Windows NT. Donc vraiment de Microsoft, c'était une pub officielle. Il était mis le système d'exploitation le plus sécurisant au monde. Et alors en tout petit, il était mis déconnecté du réseau. Donc c'était assez marrant. Moi, je veux bien vous raconter une anecdote, parce que chacun y va de son anecdote. Un soir, je vais me prendre un café. Un soir, j'ai assisté, je dînais, c'était un dîner professionnel organisé par une organisation de l'Île-de-France, et il y avait le maire d'une commune. Et il y avait une société de cybersécurité qui était là. Et donc c'était des tables rondes et on tournait plusieurs fois dans la soirée. Et à un moment donné, le maire, un peu tech. Est-ce que ça a à voir avec les bananes, Laurent ? Non, rien à voir avec les bananes. Il y avait tu sais, dans la tech, il y avait très peu de, la junte féminine était faiblement représentée. Non, enchaîne, s'il vous plaît. Et donc à table, on discute. Et donc à un moment donné, le maire, un peu tech, demande à son voisin, et vous faites quoi ? Il dit, nous on est dans la cybersécurité, donc on teste la solidité, la vulnérabilité, la solidité des infrastructures, mais bon, le plus faible c'est l'humain et tout ça. Il dit, nous on a formé nos équipes et tout, on craint rien. Et il lui dit, écoutez, exactement, il lui dit chiche. Et le maire il dit, chiche de quoi ? Il dit, voilà, j'ai un deal à vous proposer. On signe les papiers, parce que je suis obligé de vous demander de signer, en plus vous êtes une mairie, je vous signe les papiers, on lance une attaque lundi matin à 9h, le dîner était le jeudi soir. Donc il dit, demain on signe les papiers, on lance une attaque lundi matin à 9h, si avant lundi soir on est rentré chez vous, vous me payez un super bon resto, non, si avant lundi soir on est rentré chez vous, vous me payez la mission. Et si on n'est pas rentré chez vous, je vous amène dans un resto étoilé.
Ça vous va ou pas? Le maire, il dit ouais, tout ça. Mais je vous sens vraiment. Non, mais il dit, avec humour. Il dit je vous sens bien sûr de vous. Il dit écoutez, je vais être truc. Je suis joueur. Vous savez quoi? On va le faire avant midi. On attaque à 9h et on se reparle à midi. Le maire, il s'est senti pousser des ailes, quoi. C'était ouais. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le soir, il a dit à toutes ses équipes attention, on va subir une attaque lundi et tout ça. Le lundi, à 9h05, le gars appelle le maire et lui dit bon, on est rentré. Il dit mais vous venez à peine de commencer. Il dit ouais, ça y est, on est chez vous. Il dit mais vous êtes chez vous comment? Il dit par exemple, je peux vous sortir votre fiche d'état civil. Le gars il dit ouais, mais c'est facile, tout le monde me connaît. Il dit mais vous n'êtes pas marié à madame Intel? Oui, mais c'est facile, mais elle n'est pas divorcée de monsieur Intel? Oui, mais elle n'avait pas déjà 2 enfants avec truc? Et là, il dit et sa mère habite truc. Et donc là, il commence et il dit mais comment vous avez fait? Et c'était à l'époque, je me rappelle, c'était un calendrier au BAD. Donc ils avaient pris la liste de tous les employés de la mairie par email, ils avaient envoyé le faux calendrier. Et des gars, ils étaient dedans. Une fois qu'ils étaient dedans, c'était le cheval de Troie. Et ça, on n'est pas protégé sur 5 minutes. 5 minutes. Donc, ce que disait Mano tout à l'heure, oui, c'est l'humain. Hein, et tout le monde avait été prévenu. Hein. Au BAD, on ne peut pas résister. Cheval de Troie, donc là, encore une fois, Mac OS ne propose pas en standard de solution là-dessus. Hein. Non, c'est ça. Sur aucun système d'exploitation, finalement, quand on va cliquer sur un lien, que ce soit par SMS, par mail ou même sur un site internet, si celui-ci est verrouillé et que nous, on décide ensuite, alors soit on récupère un fichier qui peut s'installer, soit on peut également nous mettre des informations personnelles. Un site de phishing, par exemple, qui va reproduire un vrai site. Et là, voilà, il n'y a rien qui va nous protéger contre ça. Alors, vous me disiez tout à l'heure, Vincent, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, mille excuses. Vincent, en préparant cette émission... Guillaume. Non, Vincent, j'y tiens. Donc, ce qui est utile, c'est avant même de se dire quelle solution je vais installer de sécurité, c'est simplement pouvoir faire un diagnostic. Est-ce que ça existe, ça, sur le marché aujourd'hui? Quand vous dites diagnostic, c'est... Savoir dire, est-ce que... avant d'installer une solution, je peux déjà dire oui, j'ai besoin de. Il y a un risque, déjà, on a détecté un risque sur votre. Oui, mais de toute façon, à partir du moment où on va être connecté à Internet d'une certaine façon, il faut se protéger. Puisqu'on va recevoir des mails, on va laisser nos informations sur différents sites, des informations personnelles. Donc on va s'inscrire sur des sites, il y aura probablement des fuites de données, parce que des fuites de données, il y en a tous les jours. Là, récemment, cette semaine, il y a eu le CIF français, il y a 2-3 semaines, il y a eu LDLC, on a eu France Travail. Donc, des fuites de données, il y en a tout le temps. Donc là, ils ont récupéré les données de leurs utilisateurs. Exactement. Ça, c'est une menace. Deuxième menace, c'est en téléchargeant des applications qui sont en fait verrouillées, des applications un peu maquillées sur des stores. On pense télécharger une application avec une certaine fonctionnalité. Derrière, ça va... Voilà. Et derrière, ça va prendre des informations, ça va avoir accès au calendrier, accès aux mails, accès aux SMS. Et on va envoyer plein d'informations sur un serveur lointain. À propos, Vincent, si on a besoin, avant même de savoir quelle solution choisir, est-ce qu'on peut faire rapidement avoir une idée précise de diagnostiquer les risques potentiels qui sont hébergés dans son ordi? C'est possible ça? Mac comme PC d'ailleurs. C'est possible, oui. On a un service chez Bitdefender qui s'appelle Scamio, Bitdefender Scamio. Et c'est un chatbot qui utilise l'intelligence artificielle et qui va vous permettre en fait de savoir si tel message, tel email, tel QR code est une arnaque. En fait, c'est un chatbot, vous mettez votre lien, vous prenez... être abonné pour ça ou c'est... C'est gratuit. Il faut ouvrir un compte Bitdefender, mais c'est gratuit. D'accord. Donc vous mettez... Vous faites quoi des données derrière? Vous mettez soit un lien, soit une capture d'écran, soit le QR code par exemple. Et le chatbot va analyser ça et vous dire si c'est un risque potentiel. Voilà. Donc voilà, c'est utile. Je précise que cette émission n'est en rien sponsorisée par Bitdefender, c'est important. Alors on a compris que le Mac n'est pas aussi invulnérable que cela, mais Apple emploie le même discours aujourd'hui en faveur de l'iPhone face à Android. Les alertes lancées par Apple les semaines récentes ont montré que nul n'est à l'abri. On vous dit tout après ce jingle. Est-ce que les plateformes d'Apple sont-elles vraiment plus sûres? Le Mac et l'iPhone en particulier, qui sont de plus en plus dans le viseur des hackers, on l'a dit à l'instant. Très récemment, il y a eu la fameuse alerte, Vincent, Light Spy, c'est comme ça qu'on dit. Exactement. Lancée la semaine dernière par Apple. Alors, retour sur les faits, messieurs. Les utilisateurs d'iPhone ont été victimes d'un spyware qui a conduit Apple à envoyer le 11 avril dernier des alertes à des utilisateurs et ceux dans 92 pays. Didier, Vincent, est-ce que j'ai résumé bien? J'ai rien oublié? Peut-être un petit mot de Didier avant d'enchaîner avec Vincent?
J'ai bien résumé, Didier? C'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est des alertes vraiment ciblées, hein? Oui, alors après, le message d'Apple était quand même super large, quoi. C'est-à-dire, vous êtes attaqué potentiellement, on a pu utiliser votre identifiant. Enfin, je sais plus les formulations exactes, mais c'était, en fait, on t'inquiète, mais quelque part, voilà, on ne propose pas vraiment de solution, on ne sait pas si tu es attaqué ou pas. Mais par contre, apparemment, c'est vrai que ça a été envoyé à pas mal de gens. Moi j'ai rien reçu. Je ne sais pas si vous avez reçu, vous, des messages comme ça. 92 pays, hein, c'est ça, hein, Vincent? 92, ouais, c'est ça. Ouais. C'était principalement l'Inde et l'Asie du Sud-Est qui ont été touchés, mais au global, c'est 91 pays. Ouais. Et Didier, c'est des alertes qu'on reçoit par email ou par iMessage, c'est ça? Ouais, exactement. Mais en fait, voilà, c'est toujours pareil, tu sais jamais si c'est Apple ou pas qui te l'envoie, donc pour être sûr que c'est pas Apple, il n'y a jamais de lien dedans, mais du coup tu doutes que c'est Apple. Enfin, moi je trouve que je parle de me rajouter, en te connectant sur Apple ID, on a également le message. D'accord. Donc c'est une source assez fiable. Ça s'affiche en haut de page. Ouais, exactement. Ouais. Donc c'est une bonne astuce. Oui, Didier. Attends, un conseil quand il y a attends, Didier. Sur Apple ID, personne. Didier, non, c'est vrai, mais par contre, souvent, quand il y a un doute, moi l'autre jour, j'ai reçu un email qui était vraiment bizarre, il était vraiment écrit d'une manière assez atypique, soi-disant provenant des impôts. Bon, à la limite, je clique pas sur le lien. Non, mais je clique pas sur le lien, tu vas ouvrir le site des impôts et tu regardes si tu retrouves la même information. Jamais, quand vous recevez une notification de l'administration fiscale, vous ne passez jamais par le mail, vous allez directement sur le mail. Même de manière plus générale. Mais en général, c'est ça. C'est pour ça que SMS, mail, directement se connecter sur son compte. Oui, vous êtes toujours abonné Netflix, allez directement sur votre compte Netflix, vous verrez. Voilà. Pardon, Didier, on t'a coupé. Non, mais je crois qu'on a fait le tour. Mais c'est vrai qu'en plus, moi, je dirais que c'est des choses qu'on reçoit de plus en plus régulièrement. Aujourd'hui, tu sais, quand les entreprises sont ciblées, tu as de plus en plus de mails qui t'affolent un peu, mais tu sais jamais le niveau de stress qu'il faut mettre derrière ça, quoi. Est-ce qu'il faut changer tes mots de passe tout de suite? Est-ce que tu vas avoir une attaque? Tu vois, je trouve que c'est assez flou pour l'utilisateur. Et encore, nous, on est des gens avertis. Mais ma grand-mère qui reçoit ça, elle est perdue, quoi. Ouais. Donc on retrouve tout sur le site d'assistance, sur sa page d'assistance d'Apple. Alors je vous lis le message. Apple a détecté que vous êtes la cible d'une attaque de logiciels espions mercenaires qui tentent de compromettre à distance l'iPhone associé à votre identifiant Apple. Nous ne sommes pas en mesure de fournir plus d'informations sur ce qui nous a amené à vous envoyer cette notification, car cela peut aider les attaquants de logiciels espions mercenaires à adapter leur comportement pour s'éviter à la détection de l'avenir. Donc c'est vrai qu'ils ne donnent pas de solution. Vincent, qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer nos utilisateurs, enfin nos viewers aujourd'hui à propos de cette attaque? Oui, juste avant Vincent, ce que j'aimerais quand même bien dire, en fait, c'est que c'est vrai, le mot mercenaire est utilisé parce que, dans le texte parce que ça rend beau. Très bien. Pas mal. Non, c'est pas mal. Vincent, est-ce que tu peux essayer de relever le niveau, s'il te plaît? Oui, alors effectivement, ça ne concerne pas forcément tous les utilisateurs du monde. Personne n'a reçu ici. Ça va être des personnes très ciblées. Je sens que tu vas être très désagréable. Alors, il y a eu des politiques qui l'ont reçu. D'accord. Il y a eu des journalistes, effectivement. Bah merde. Moi, j'ai rien reçu. Voilà. Pas tous les journalistes, certains journalistes. Que je regarde beaucoup. Donc des politiques, des journalistes, des cadres industriels. Voilà, donc c'est certaines fonctions. Des cibles, comment dire, stratégiques, quoi. Exactement, ouais. Exactement. Il faut tirer de l'argent, quoi. Exactement. C'est sûr que bon. Et tu disais, Didier, que Apple n'avait rien mis en place. Alors effectivement, dans le message, il n'y a rien. Par contre, il existe quand même un mode isolement sur les iPhones. Ouais, mais c'est violent, hein. C'est violent, mais quand on reçoit ce genre de message, c'est aussi une façon de s'en prémunir. Ouais. Souvent, le premier truc à faire, c'est déjà de redémarrer. Si tu as un doute, de redémarrer ta machine. Très souvent. Premier truc à faire. Ouais. Le premier truc. Ça ne résout pas. Même si maintenant. Bien sûr. Comme tout dépend de l'attaque. Mais il peut arriver. Et après, oui, effectivement, le mode confinement. Enfin, je sais plus comment il s'appelle, l'isolement. Isolement, ouais. Il est un peu violent. Moi, je me suis amusé un jour. Un truc, ça coupe beaucoup de choses, notamment sur la navigation Internet, tous les sites qui sont un petit peu modernes, on va dire, qui ont certains protocoles derrière, ça ne fonctionne plus. Les appels FaceTime, ça fonctionne plus. Toutes les pièces jointes dans les SMS, ça fonctionne plus. Punaise. Ouais, voilà, il y a quand même tout un ensemble de fonctionnalités qui sont plus disponibles. Mais bon, on peut continuer à appeler quelqu'un. Ouais. Oui, minimum pour un téléphone. Voilà, prendre une photo. Mais voilà, c'est comme un mode qui a le mérite d'exister. Donc, si je comprends Vincent, un utilisateur d'iPhone lambda n'a pas vraiment à s'inquiéter aujourd'hui parce que ça fait beaucoup de bruit, hein, cette attaque. Sur ce type de logiciel mercenaire, non.
D'accord. Est-ce que tu en sais un petit peu plus? Est-ce qu'on en sait un petit peu plus ou c'est encore une fois délivrer des infos qui pourraient servir plus aux attaquants qu'aux personnes attaquées? Sur l'iSpy, Ouais. on commence à voir dans le code après la provenance. Ouais. Donc, ce serait à voir côté Ouais. est Bon, du oui. globe. Je vois à peu près. Et pour l'instant, il n'y a rien d'officiel encore, il n'y a rien de sûr à 100%. Ouais. Donc l'enjeu, c'est véritablement de s'attaquer à des grandes structures, à des puissants, hein, et de leur faire du chantage. Oui, tout à fait. Hein, et de tout révéler s'ils ne lâchent pas de l'argent. Donc on ne connaîtra sûrement pas les victimes généralement. Non, à date, en tout cas, on ne les connaît pas. Et effectivement, en général, c'est plutôt tenu secret. Donc ça ne concerne pas tout le monde non plus, parce qu'on l'a compris, vu les enjeux financiers, le coût n'est pas anodin pour monter ce type d'attaque, parce que ça demande des ressources fantastiques pour ça. Hein. C'est des attaques très chères, oui. En fait, ça ressemble un petit peu à Pegasus, d'une certaine façon. Et Pegasus, c'était par l'entreprise NSO, qui a quand même de gros moyens, comme tu dis. Les israéliennes. Sachant qu'Apple, en plus, depuis, on va en parler, on va y consacrer un chapitre, a vraiment développé, c'est ce qui manquait dans l'univers Apple, un système, un programme de bug bounty, hein, qui permet d'encourager les hackers de trouver des failles et les communiquer à Apple contre versement d'un bounty, d'une prime. Et c'est des montants importants, on verra ça ensemble tout à l'heure, mais c'est ce qui explique aussi que cette faille, si on l'avait découvert, elle a rapporté un minimum $1,5 million de dollars aux hackers, hein, c'est ce que propose Apple aujourd'hui sur son programme de bug bounty. Donc, ça veut dire que l'enjeu pour ces attaques-là va bien au-delà de $1,5 million. Hein. Oui, il y a aussi tout un côté on va dire diplomatique, hein, finalement. Puissance étrangère. Ça peut être rattaché à des gouvernements, etc. Donc, ce n'est pas que de l'argent, il y a de l'argent, mais il y a aussi... Alors, c'est ça qui est marrant, c'est que tu as vu tout à l'heure dans le communiqué d'Apple, hein, il y a une certaine neutralité, hein, je l'ai lu dans ton article, Didier. Si d'aventure elle avait évoqué des attaques émanantes de certains gouvernements envers des dissidents, elle préfère désormais employer le terme mercenaire, Didier, plus lisse et policé, c'est ce que tu écrivais. Et effectivement, on peut penser mercenaire. Mais en plus, il y a beaucoup de tabous quand même autour du... Là, tu vois, on utilise un peu de la langue de bois sur plein de sujets, mais c'est pas uniquement des gouvernements, c'est de l'espionnage industriel, c'est même de l'espionnage entre alliés. Tu sais, on a vu les Américains qui écoutaient les Européens. En fait, quand tu écoutes un peu des gens qui sont experts dans le domaine, on te lâche vite beaucoup d'infos où tu dis ah oui, quand même, il se passe tous ces trucs. Les gens sont absolument pas au courant. Quand Pegasus est sorti, tu vois, c'est sorti auprès du grand public, mais il y a plein de gens qui étaient déjà au courant. Mais moi, ça fait très longtemps. Je me rappelle quand les iPhones au début étaient un peu incassables. Je me rappelle, un jour, il y a un gars comme ça qui était vraiment expert en sécurité. Il me fait, tu vois, ça, là, si on arrive à le casser, ça vaut 1 million. À l'époque, c'était beaucoup 1 million. Donc maintenant, je sais pas, ça doit être autour de 10 millions. Et à chaque fois qu'il y avait un nouvel iOS, tu te rappelles, il fallait trouver les failles, etc. Ah, c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. On se souvient de l'affaire du FBI qui n'arrivait pas qui demandait à Apple... Oui, finalement, ils ont réussi avec une faille de sécurité. Mais une faille 0D, c'est 1 million. Ouais. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être 10 millions, une faille 0D sur un iPhone, tu vois. Et Apple n'avait pas cédé d'ailleurs. N'avait pas cédé. Ouais. On avait dit non à FBI, mais finalement, ils ont trouvé d'autres moyens. Autre attaque qui ne concerne pas que l'iPhone, mais la génération de puces M1. Regardez cette réaction sur Twitter de Mig. Est-ce que c'est un nom prédestiné? Et il faudrait peut-être nous informer sur ça, véritable faille porte dérobée. Alors ici, une vidéo YouTube qui explique comment il y aurait une vulnérabilité impossible à corriger dans les processeurs Apple M1, M2. Alors, plus précisément, c'est M2. Et ce serait donc un nouvel exploit qui permettrait d'attaquer les machines ayant un processeur M1, donc c'est M2, sans jamais avoir besoin d'un accès administrateur. Donc, ça concernerait une trouvaille du site Tray of Bits qui a détecté un problème de protection lié à certains modèles d'iPhone ou de MacBook. Et plus précisément, l'iPhone 12 et le MacBook Air M2. Est-ce que tu as eu quelques infos de ton côté, mon cher Vincent? Ça s'appelle GoFetch. Précisément sur GoFetch, pas spécialement. Ouais. Après, des failles matérielles. Alors, c'est une faille matérielle. Ouais, vraiment, ça cible le GPU, hein, c'est ça? En fait, c'est un peu ce qui s'était passé sur Intel il y a quelques années, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Il y avait un truc sur Intel. Où ils se sont rendus compte qu'en fait, tous les processeurs, du style, c'était des millions de processeurs, avaient une faille. Après, la mise en œuvre de la faille, c'est toujours la même chose. Hein, en termes de sécurité. Donne plus de détails. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise une faille dans le GPU
Non, là, bon, sur Intel, c'était sur le CPU. Là, je ne sais pas si c'est dans le CPU ou dans le GPU. En fait, tu utilises une faille sur une des API de façon de l'appeler qui te permet de reprendre le contrôle, tu vois, d'insérer un accès sans avoir besoin d'être administrateur. Et après, une fois que tu as obtenu cet accès, tu fais ce que tu... Oui, tu as accès à la machine. Donc là, ce qui est problématique, on a bien compris, c'est que c'est matériel. Oui, c'est matériel. Mais je crois que c'est difficile à corriger par nature. Oui, c'est la puce. Donc, ce qui se pourrait, c'est que sur Intel, c'était un gros problème parce que c'était utilisé. Ils avaient trouvé un moyen de contournement. C'est difficile de patcher le processeur. Mais ce qui peut arriver, c'est que Apple trouve un moyen de détourner. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas sur la puce, c'était sur les cœurs. C'était sur les cœurs. Tu as dit GPU, mais c'est pas le GPU. C'était sur une partie des cœurs. Donc il pourrait. En fait, c'est dans la sécurisation, dans la partie crypto d'un des cœurs. Donc voilà pourquoi c'était problématique. Ils pourraient le faire par une autre partie du processeur. Ça serait juste un peu plus lent. Donc ils ont des moyens de contournement. Donc ça veut dire qu'ils ont réussi quand même à mettre à jour une partie des. Ils pourraient mettre à jour. Je ne sais pas s'ils l'ont mis à jour ou pas. Christophe, Didier, je ne sais pas si vous avez suivi l'info. Ils ont mis à jour une partie de leur Mac et de l'iPhone, mais pas l'iPhone 12 et l'iPhone MacBook Air. C'est ça ? Donc en réalité, ce qui se passe en fait, c'est que plus une architecture partage la mémoire, ce qui est le cas aujourd'hui en fait chez Apple, c'est une mémoire partagée entre le CPU, le GPU, enfin tous les différents cœurs, le Neural Engine, etc., etc. Et donc plus on ouvre la mémoire à une mémoire partagée, et plus on s'expose à de potentiels risques de dépassement de valeur au niveau des différents corps, d'essais de hacking, de détournement, de plein de choses. Et effectivement, c'est souvent quand même possible de pouvoir modifier le système d'exploitation après la découverte de la faille pour que le système d'exploitation ne stocke pas de la même façon les données ou n'accède pas aux données de la même façon. Donc malgré tout, on peut le faire, mais effectivement, après, il y a toujours... Souvent, c'est une petite perte de performance. Maintenant, après, qui en découle, en tout cas, je veux dire. Mais après, voilà, c'est parfois pour accéder à des données, en fait, qui, d'un point de vue performance, sont complètement anecdotiques. Et donc, c'est le cas dans le cas de figure de GoFetch, par exemple. Est-ce qu'il faut vraiment s'en inquiéter ? Peut-être tu voulais réagir, Didier, non ou Non, il y avait juste un point, c'est qu'on nous dit des fois, oui, il faut un accès physique à la machine. Ouais, il y a quand même plein de machines qui ont des accès physiques maintenant, hein, des machines publiques, des serveurs, des fois dans les baies, tu as accès à d'autres machines potentiellement. Donc c'est pas non plus anodin, si Apple ne corrige pas, ça peut être un souci. Bon, il n'y a pas beaucoup de Mac dans les serveurs, tu vois. iPhone 12 et MacBook Air accès physique, il faut y aller quand même. Ouais, mais bon... Il te faut 90 minutes quoi, de temps pour pouvoir l'exploiter, tu vois. Donc c'est un peu... C'est vrai que le fait que ces données, que tes données type texto, tes données type image, en fait, se retrouvent publiquement en accès gratuit à tout le monde, en fait, comme on dit en Formule 1, mais quel honneur, quoi. Aïe. En fait, donc là, il ne faut pas trop s'en inquiéter, Jérôme, de cette attaque à nouveau. Vincent. Je t'ai dit Jérôme ? Ouais. Putain, je n'y arriverai pas. Non, j'ai un problème technique ce soir. Voilà, il faut faire attention un peu à notre environnement, et c'est ça. Mais dans une attaque comme celle-ci, voilà, on a dit, il faut un accès physique à la machine, il faut du temps. Un accès physique, c'est-à-dire que s'ils ne sont pas sur mon ordi, moi qui ai un MacBook Air M2, exactement. S'ils ne touchent pas la machine, ils ne peuvent pas avoir les données. Exactement. Donc, comme le dit Christophe. Jérôme. Non. Christophe. Didier. Daniel. Voilà. Didier. C'est vrai que pour des ordinateurs publics, il peut peut-être y avoir potentiellement un problème. Bon, nos ordinateurs, on reste quand même en général proche de nos ordinateurs. 90 minutes, c'est quand même un peu de temps. Donc, 90 minutes, ça va. 90 minutes à peu près dans ce genre d'attaque. Donc il faut que son ordinateur soit laissé. Il faut que tu en vailles la peine, quoi. Oui, dont on dit encore une fois, c'est que tu es très ciblé. Voilà. Encore une fois, tu es très ciblé, tu as des informations que quelqu'un recherche. Voilà. Il faut qu'il ait un MacBook Air ou un iPhone 12. Ça fait quand même. Plus concrètement, est-ce que récemment, Vincent, Bitdefender a mis en lumière d'autres failles de sécurité dont tu peux nous parler, qui soient dans le monde Apple ou pas d'ailleurs? Alors là, en l'occurrence, c'était pas dans le monde Apple. L'année dernière, on a lancé une fonctionnalité sur la version mobile Android de Bitdefender. Donc c'était App Anomaly Detection.
Et en fait, ça va analyser le comportement, le fonctionnement des applications qui sont installées sur l'appareil. Et quand on a lancé cette fonctionnalité, on s'est aperçu qu'il y avait 3000, 4000 applications Android qui étaient verrouillées, qui envoyaient en fait des informations sur des serveurs en général en Asie, quelque part en Chine, en Corée du Nord, en Russie. Comment ça va Voilà. Curieux. Donc tout a été supprimé, mais ces applications fonctionnaient depuis plusieurs mois, plusieurs années sur les appareils. Qui était un des problèmes. Alors, c'est intéressant parce que Google a voulu essayer de rattraper Apple en étant plus permissif sur son store. C'est sûr que les gnomes de l'App Store étaient un peu durs. On leur a souvent reproché de mettre du temps à valider les applications. Les gnomes. Ouais, je sais pas, tu les appelles comme tu veux, quoi. Les cerbères. Mais il n'empêche que sur ce plan, tous ceux qui ont fait, donc vous l'avez fait, mais vous n'êtes pas les seuls, il y a plein de chercheurs et d'universités qui ont fait la recherche et qui se sont rendus compte qu'en fait le système Android, c'était open bar, quoi. Il suffisait que tu valides. Donc il s'est passé deux choses comme dans l'univers Android. La première, c'est qu'ils ont un peu copié le monde Apple où on te demande est-ce que tu acceptes que j'ai accès à la donnée. Le problème, c'est que beaucoup d'apps, elles te posent la question d'une manière détournée. J'ai besoin de faire tourner pour telle raison. Et souvent, tu cliques sur un oui sans trop réaliser. Tu as juste envie de passer à l'étape suivante, donc tu cliques OK, quoi. Les gens lisent pas. Et donc ça, c'était un premier problème de l'univers Android. Et puis après, c'était la profusion. C'est qu'il y avait tellement d'applications. Il y avait aussi un autre problème sur Android, c'est qu'il y a beaucoup d'apps similaires. C'est-à-dire que tu veux faire quelque chose, et comme il n'y a pas ce contrôle, donc je prends... donc il y a une app qui s'appelle Toto. Et toi, tu lances une app qui s'appelle Toto avec 2 O, par exemple, à la fin. Et donc, avec tous les mêmes descriptifs. Et comme il n'y avait pas de contrôle, mais finalement, si tu débrouillais à faire un peu de SEO un peu intelligent, tu arrivais à retrouver dans le store une app et que tu pensais être, les Anglais disent legit, donc qui était la bonne, légitime. Et en fait, c'était pas la bonne et elle te récupérait tout un paquet de données. Et juste après, je ne sais pas dans quel contexte Bitdefender a pu mettre en place ce type de plateforme pour vraiment venir surveiller et monitorer les applications, mais le fait que vous ayez pu faire une application qui est capable vraiment de monitorer l'ensemble des applications, de ce que ça sort et de ce que ça rentre comme information, c'est malgré tout en fait une bonne nouvelle parce que Bitdefender le fait à bon escient. Mais par contre, effectivement, on est un attaquant, on peut faire exactement la même chose. On peut venir se positionner avec une application en fait pour venir prendre toute l'essence des données qui vont entrer et sortir du téléphone. Donc, chose qu'on ne peut pas faire sur Apple, et c'est d'ailleurs sans doute pour ça que vous ne l'avez pas encore fait chez Apple. Et alors, juste pour compléter, ces applications provenaient toutes en dehors de Android Store. Donc, c'était des personnes qui avaient... c'est quand même un point à préciser. Qui avaient téléchargé ça sur des sites à droite à gauche. Sur Android, c'est facile à installer depuis. En fait, juste pour que les auditeurs comprennent bien, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde Android, on peut installer des applications comme on peut le faire sur le Mac. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passer par le store. On pourrait le faire à terme après le DMA. Pas tout à... En fait, non. Ouais, on y va. Il faudra passer parce que tu passeras quand même par un store alternatif et qui sera responsable de... Non, ça va être... On sent qu'Apple est encore dans l'œil du viseur. On va en parler tout à l'heure du DMA. Mais moi, je dirais, il n'y a que Stéphane Zibi qui pense que c'est bien le DMA. Oui, il n'est pas là, donc on ne peut pas parler sans ça. Son anniversaire. D'autres choses qui ont été découvertes par Bitdefender, mais qui concernent le Mac plus récemment, je crois. Oui, donc il y avait eu Trojan. C'était sur macOS. C'était sur macOS, oui. Alors j'avoue que le nom, j'ai le nom en tête, mais j'ai oublié exactement les fonctionnalités de ce Trojan. Donc il y a encore aussi des alertes, pas uniquement sur l'iPhone, bien que sa part de marché, on va en parler tout à l'heure, des parts de marché du Mac, notamment qui grossit pas mal, quoi qu'on en dise, et qui devient quand même, qui attire les appétits des hackers. Didier, Christophe, d'autres failles qui ont fait parler d'elles ces derniers temps. Vous avez fait un petit inventaire à l'après-vert? Pas tous en même temps. Oui, mais je vois que tu en as référencé pas mal. Je vous ai un peu aidé. iLeakage, oui, une faille sur les processeurs iPhone et Mac qui permettait d'utiliser le navigateur web pour dérober les données personnelles. Opération. Oui, une faille au niveau du clavier également. Je ne sais pas si j'ai coupé Didier ou si Didier est déconnecté. Didier est connecté. Prends le relais, il va revenir. Ok, donc effectivement une faille sur le clavier du Mac, mais ça c'est pas la première fois, c'est autour du bus
des claviers qui parfois permettent à certains attaquants de venir monitorer les données qui passent en clair, donc ce qu'on est en train de taper, qui passe en clair sur le bus, qui permet à l'ordinateur de capter l'information venant tout droit du clavier. Maintenant, il faut aussi un accès physique à la machine, un accès de proximité auprès de la machine, mais c'est vrai que ça vaut la peine d'être mis en exergue, en fait. Ne laissez jamais votre machine à disposition de tout le monde. C'est clair. D'autres choses que tu as vues de ton côté, Laurent ? Oui, en fait, il y a Kaspersky qui a trouvé une faille sur des pièces jointes malveillantes. Ce qui est de plus en plus le cas. Ben Avant, on ne faisait oui. jamais de pièces jointes dans iMessage. Dans Message. Ouais, on dit toujours iMessage, mais c'est Messages maintenant qu'il faut dire. Et c'est intéressant parce que je te donne juste la phrase, elle a été qualifiée de la plus complexe jamais observée. Donc c'est très 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 subtil quand même. Tu vois, c'est-à-dire qu'on en revient au début de l'émission. C'est-à-dire qu'au début, finalement, Apple intéressait personne parce qu'il y avait peu de monde. Aujourd'hui, l'iPhone, c'est quasiment 60% de part de marché aux États-Unis. 65. Donc du coup, ça devient hyper intéressant de cibler ce public. Et donc Message, tout le monde l'a sur son iPhone. Donc n'hésite pas à main coupée si tu as des petites réactions sur le chat du club VIP de la chaîne YouTube dont refait le Mac. Vincent, tu nous disais en préambule, le risque numéro 1 pour monsieur et madame tout le monde, cela reste le phishing. Et l'autre expression, c'est le smishing. Smishing par SMS, phishing par mail. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le fléau, c'est celui-là. Ouais, tout à fait. Donc la règle numéro 1, c'est on n'ouvre jamais, on ne clique jamais sur un lien, quoi qu'il arrive. Exactement. Comme on le disait tout à l'heure, il faut mieux, enfin c'est pas qu'il faut mieux, c'est qu'il faut passer par son compte. Donc on va directement sur le site du compte, on va directement sur l'application. Et là, on voit si on a le même message, on voit s'il y a une action particulière attendue de notre part, etc. Didier, Apple reste quand même très vigilant et introduit régulièrement de nouvelles fonctionnalités dans iOS, notamment une nouvelle en matière de sécurité. Elle s'appelle lutter contre le vol. Tu peux nous en parler un petit peu, Didier ? Petit Didier de retour. Ah, attendez, je vous entendais plus. En attendant que Didier revienne, je voudrais juste revenir sur la partie phishing dont on parlait tout à l'heure. C'est vrai que éduquer les différents utilisateurs de smartphones, peu importe quel ordinateur finalement, de cliquer sur le lien, sur n'importe quel lien, c'est important. À savoir aussi qu'il existe des plateformes en ligne de plusieurs fournisseurs de solutions de sécurité qui permettent de juste copier le lien et de le déposer sur une page. Et la page nous dit, il y a un risque, il n'y a pas de risque, et quel type de risque, en fait, après l'avoir analysé par eux-mêmes. Donc c'est souvent super intéressant, et les premières versions, sans toutes les explications, sont souvent gratuites. Très bien. Didier, donc, quelle est cette nouvelle fonctionnalité qui existait déjà une protection contre le vol auparavant chez Apple, mais dans quelle mesure elle a été améliorée dans iOS ? Eh bien, si on te vole ton iPhone, et par exemple, regarde dans le train, c'est assez facile de voir le code des gens. Tu vois, souvent, des fois, Face ID ne marche pas bien, donc tu peux arriver à voir les gens taper leur code. Et en fait, si on te vole ton iPhone avec le code, en fait, tu as accès quasiment à tout aujourd'hui, enfin, avant la mise à jour en tout cas. Et là, Apple, en fait, a mis des garde-fous. Donc, par exemple, si tu fais des modifications, il te met un petit délai avant qu'elles soient prises en compte. Il y a certains changements qui nécessitent Face ID, donc quand même... Face ID à pirater, c'est quand même assez compliqué. Donc, en fait, ça peut être à double tranchant aussi, parce que je ne sais pas si Face ID peut ne pas marcher et qu'il ne te reconnaît pas, tu peux te retrouver aussi bloqué. Donc, on est toujours dans le système. C'est comme l'identification à 2 étapes avec un SMS, mais si tu es dans un coin qui ne capte pas bien ou quoi, ça peut ne pas marcher. Si tu veux modifier ton code aussi, il y a un délai d'1 heure, je crois. Voilà, exactement. En fait, le truc qui est intéressant, c'était contre les piratages dans les bars américains au départ. C'est-à-dire qu'en fait, ça commençait comme ça. Les gens étaient dans le bar, tu buvais un coup, tu as un coup dans le truc. Les gens étaient à côté de toi, tu tapes ton code 1 fois, 2 fois parce qu'il fait sombre, il te reconnaît pas, Face ID marche pas. Qu'est-ce que tu fais ? Tu tapes ton code, la personne regardait à côté. Il y a des gars qui étaient spécialisés. Il y a des reportages, mais qui sont glaçants, où tu vois les gars qui te racontent, ils ont volé 10 téléphones dans la soirée. Et en fait, derrière, c'est toujours la même chose. Ils sortent en courant, ils ont le code, ils vont derrière la rue, ils changent le code, ils changent les mots de passe, ils ont accès à tout. Et donc, ils prennent le contrôle de ton téléphone, ils peuvent payer avec ton téléphone,
puisque du coup, c'est tout ça qui les intéresse. il réinstalle ta carte à bleue. nouveau. Et en fait, on te vole ta carte bleue avec ton code PIN et l'accès à tous tes emails, l'accès à ta vie, quoi. Et tu ne peux plus rien récupérer parce que. Donc, ce qu'a fait Apple, c'est intéressant, c'est si tu peux définir des zones. Tu dis, si je suis à la maison et que je change le code, tu le fais immédiatement. Tu vois, à la maison ou au bureau, qui sont des endroits où je suis souvent, là, tu te poses pas de questions. Par contre, si c'est ailleurs, tu mets un délai. Et par contre, attention, c'est une fonctionnalité qu'il faut activer. C'est pas une fonctionnalité par défaut. Donc, je recommande aux gens d'aller l'activer tous immédiatement parce que c'est une super fonctionnalité dans les settings. Pour autant, vous l'avez compris. Je peux dire juste un petit truc. Oui, Didier, je t'en prie. Tu sais, on connaît tous la fonction depuis très longtemps localisée de l'iPhone qui dissuade, entre guillemets, les voleurs de te voler ton téléphone parce que forcément, s'ils arrivent à t'enlever ce truc-là, ils ont accès au téléphone, mais il n'y a quasiment aucune chance. Et en fait, on n'en parle pas beaucoup quand même, mais récemment, là, on se remet à avoir des vols quand même d'iPhone. Et moi, je connais beaucoup de gens qui ont réussi à faire sauter cette protection. Je ne sais pas exactement comment ils font, hein, mais c'était quelque chose qui était assez inviolable à une époque et qui n'est plus du tout aujourd'hui. Et qui était quand même une des raisons pour lesquelles on se faisait moins voler les iPhones, tu sais, comme les Tesla qui ont un mode Sentinelle, etc., etc. Et voilà. Enfin, moi, je sais pas après si chez Kaspersky et tout, ils ont des infos comme ça, Bitdefender, etc. Mais en tout cas, moi, j'ai vu autour de nous qu'il y a vraiment des gens qui arrivent à utiliser ces téléphones malgré la question à Vincent. Non, moi, c'était pour ajouter un conseil, justement, sur le vol des téléphones portables, comme ça, des iPhones. C'est en fait de désactiver le panneau de configuration. Depuis le mode veille. Voilà, quand on n'a pas déverrouillé l'iPhone. Pourquoi? Qu'est-ce que ça permet de faire? De se mettre en mode avion. Ah, et donc forcément, on ne peut pas relocaliser son iPhone. Ensuite, c'est voilà. Là, on voit l'iPhone, on se met en mode avion et... Voilà, on met une eSIM, par exemple, on désactive ça, et là, normalement, ça reste localisable assez longtemps. Ouais, ça, c'est un bon tips. Mais une eSIM sans code PIN, c'est ça, une eSIM sans code PIN. Et tu as le truc, et en fait, tu restes. Parce qu'en fait, ils enlèvent la SIM. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent, ils sortent la SIM. Donc, tu peux peux localiser sur une SIM 200. Wi-Fi. Pour autant, et première conclusion de cette mission, vous l'aurez compris, l'iPhone n'est pas inviolable, comme l'affirmait plutôt Apple, le Mac non plus. On continue d'en parler et vous donner quelques conseils après le busomètre. Le busomètre, ce sont les actus et rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple et particulièrement du côté du site Mac Forever. Et comme chaque semaine, c'est Didier Policani qui nous liste ces 5 infos ou rumeurs. Didier, c'est à toi. Et oui, Olivier, et aujourd'hui, on va te parler des parts de marché, tu sais, de l'iPhone. Et en fait, Samsung est repassé devant Apple. Et bon, après, est-ce que c'est vraiment un signe ou est-ce qu'ils se battent quand tu regardes les stats, en fait, c'est un petit peu, tu sais, comme la première capitalisation, etc. C'est sur la ligne de crête. Donc, mais c'est vrai qu'il y a un petit ralentissement, apparemment, en ce moment, des ventes chez Apple. Donc, Samsung en profite. Moi, je suis étonné même que Samsung reste derrière parce que, l'air de rien, leurs téléphones sont quand même assez chers. Et tu vois, ils ont réussi quand même à être dans le premium Android, dans les leaders à ce niveau, quoi. Deuxième info, tu parlais de vente. Deuxième info qui concerne l'Apple Vision Pro, c'est ça? Oui, alors ça vient de tomber. Écoute, bon, on va dire, on s'y attendait un petit peu, mais apparemment, déjà que quand on l'a acheté, nous, il n'y avait pas grand monde dans l'Apple Store, mais il semble que Apple ne fasse plus beaucoup de ventes, voire carrément plus du tout. On parle de 1 ou 2 par boutique par semaine, ce qui serait pas si mal déjà, hein, mais en tout cas aux États-Unis, ça se vend. Par semaine. Par semaine, ouais. Et apparemment, la plupart des gens qui prennent rendez-vous pour essayer, ils posent des lapins à Apple, donc ils viennent pas. Et moi, franchement, nous, on avait ces infos depuis très longtemps. Gourman, je pense qu'il est dans les petits papiers d'Apple malgré tout, tu vois, une petite ligne directe. Il voulait pas non plus affoler les gens, mais moi, j'ai l'impression vraiment que le produit se vend pas. Et d'ailleurs, tu as vu comme l'effervescence est retombée extrêmement vite. Moi, je suis même étonné qu'il y ait aussi peu de nouvelles applications, de contenu aussi, on t'avait promis plein de contenu. Et même les gens qui l'ont acheté aujourd'hui, j'avoue que, tu vois, nous on l'a, moi il est vraiment dans un tiroir les 3 quarts du temps, je le sors de temps en temps pour m'amuser, ou pour le montrer à des gens en fait, c'est tout, mais pas plus loin quoi. Christophe, Christophe l'utilise plus. Je te sens bouillir, Christophe. Non, mais en fait, je pense que c'est très chouette parce qu'on a vraiment un panel d'utilisateurs différents entre Didier et moi. On est d'accord sur énormément de choses concernant la tech. Mais c'est vrai qu'en fait, par contre, l'Apple Vision Pro, moi, me touche particulièrement. Mais c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier ou à ne pas en avoir envie si on n'a pas essayé.
ou si on ne continue pas à l'essayer. Donc c'est vraiment pour moi une expérience qui se vit au quotidien ou régulièrement pour avoir envie d'y retourner et pour se dire j'ai envie effectivement de pouvoir en acheter un. Le truc c'est que le truc c'est que moi, je suis pas très étonné en fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'applications aujourd'hui ou qu'il y en ait moins qu'escompté. De un, j'ai pas vu de prévision sur le nombre d'applications qu'on allait avoir, donc je sais pas trop, Didier, toi, si toi tu as des sources, mais voilà, donc je sais pas en quoi c'est décevant en fait le nombre d'applications aujourd'hui. Mais par contre, à côté de ça, ben oui, forcément, l'Apple Vision Pro n'est pas un device, en fait, un périphérique, un ordinateur qui se vend à un prix que tout le monde peut s'offrir. Et donc, oui, quelque part, en fait, moins ça va être cher, plus on va pouvoir le vendre, quoi. Et donc, plus oui, il y aura des apps. On te le met quand même vachement en avant sur le site d'Apple. Là, ils l'ont même remis un petit peu en tête de gondole, comme si c'était un iDevice, tu vois, comme les autres. Je pense que nous, on a tout à fait compris pour l'instant à qui se destinait ce casque, tu vois, quels étaient les enjeux, le fait que c'était effectivement un produit abouti. Mais c'est vrai que tu avais l'impression que c'était le bébé de Tim Cook, qu'il a mis plein de projets à l'arrêt pour lancer ça. Et c'est vrai que là, on est, tu vois, je sais pas, presque 6 mois bientôt. Et on se dit, peut-être la WWDC va révéler des trucs, mais c'est vrai que la fête est un peu finie, donc maintenant il faudrait passer la seconde et nous montrer d'autres choses, quoi. On ne donne pas de référence automobilité chez Apple en ce moment, ils ne sont pas très heureux avec ça. On enchaîne avec les Apple Store. Oui, alors écoute, ça s'est passé complètement sous le radar, c'est marrant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un nouvel Apple Store en France, et d'ailleurs les Toulousains, les Brestois et toutes les villes que Apple ignore, ils doivent faire toujours 2 heures de route pour aller dans un Apple Store. Heureusement, il y a les APR, mais on a quand même des petits mouvements à Perly 2, tu sais, vers Versailles, là-bas, dans le centre commercial. Donc l'Apple Store déménage, voilà, Parly, pardon. Et donc, voilà, c'était juste pour dire ça qu'effectivement, ils font un store un petit peu plus grand. Et surtout, ils ne ferment quasiment qu'une journée, je crois, ce qui est quand même génial pour les gens qui ont besoin de faire réparer leurs appareils. Donc, voilà, je pense que quand vous verrez l'émission, l'Apple Store sera fermé. Voilà, ne vous étonnez pas si c'est le cas, mais il devrait rouvrir donc samedi le 27, je crois. On parle d'un rachat d'Apple. Oui, alors écoute, on a appris ça, en fait, c'était ce week-end. Donc, Apple a racheté une start-up parisienne spécialisée dans l'IA, tiens-toi bien, qui s'appelle Dakatalab. Alors, si comme moi, tu n'en as jamais entendu parler, tu l'as peut-être utilisé dans les aéroports ou pendant le Covid aussi, ça servait à détecter. En fait, ils font de l'analyse un peu d'images, de visages. Et ils sont capables de sortir des émotions, ils sont capables de savoir si tu as mis ton masque ou pas, par exemple, pendant le Covid, des choses comme ça. Et en fait, ça va assez loin. Moi, quand je regardais un petit peu tout ce qu'a fait cette boîte, ça allait à de la compression d'algorithmes, du machine learning, du deep learning. Enfin, vraiment, ils étaient sur beaucoup d'aspects d'IA. Et alors peut-être qu'on en reparlera parce que effectivement c'est une boîte française et que elle est quand même, enfin les dirigeants, les fondateurs étaient assez connus sur la place parisienne. On nous souffle dans l'oreillette, Laurent. Ouais, moi je les connais bien et moi je les avais rencontrés. C'est une super boîte, hein, c'est une boîte de chercheurs à la base, hein, donc c'est les frères Fischer et donc Xavier Fischer qui était le CEO et Franck Tapiro qui est un grand communicant, hein, qui était un expert de la com politique et publicitaire vraiment de renom. Et c'est une belle boîte, c'est une boîte qui avait fait des choses assez sympas sur la détection des émotions. Et moi, je me souviens à l'époque où je les avais rencontrés, ils avaient un truc qui était hyper smart. C'est de proposer d'utiliser la caméra de ton ordinateur pour scanner les émotions que te procurait la visite d'un site web. Et donc, tu pouvais avoir des promotions si tu acceptais que on te scanne pendant que tu regardais le site web. Donc, imagine la Redoute, tu vois un produit, et à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un produit qui te procure quelque chose, et on va se dire, regarde, j'ai vu que ce produit, tu avais l'air de bien aimer, si je te fais une promo, est-ce que ça t'intéresse plus? Et donc, c'est vraiment basé sur une véritable émotion, et pas seulement sur, tu vois, du retargeting à la con, parce que tu as regardé 2 fois le même site. Ils avaient fait J'ai vu que Disney l'utilise, Laurent. Et peut-être que c'est ça qui a fait tilter Tim Cook, parce que tu sais qu'ils sont assez copains avec Disney, pour les bandes annonces, justement, pour savoir si la bande annonce plaisait. Ouais. Mais ils ont fait beaucoup de recherches sur quel usage on pourrait imaginer. Alors, bon, chez Apple. Moi j'en vois. Il y en a un que je trouve assez. Il paraît, hein, ce qu'on nous a souffle dans l'oreillette. Ce qu'on nous a dit des gens proches du dossier, c'est que ça serait plutôt sur FaceTime. Ah. Moi, je le verrais plutôt sur les Memoji.
Imagine, tu es en un peu train... du FaceTime, Memoji. Ouais, C'est un oui, avatar. mais ça serait plutôt dans le message. Tu vois, quand aujourd'hui tu veux mettre ton Memoji, la seule chose que tu peux faire, c'est que tu bouges ta tête, tu souris et il réagit. Ouais. Sauf que tu as plusieurs Memojis, il y a des Memojis contents, il y a des Memojis pas contents. Donc, Tu vois, tu devine. pourrais changer le Memoji oui. en disant tiens, je fais la tête pas content, et donc du coup tu as celui avec le message, Ça serait l'alarme qui l'usage s'affiche le en plus automatique. visible, entre guillemets, Oui, ça serait l'usage le plus visible. Après, c'est très bien que Apple rachète des boîtes. Dans la cible, elle est quand même assez. C'est typiquement le genre de boîte que Apple aime. Hein. Petite équipe, pas des quelques clients, mais pas trop. Donc, c'est-à-dire que s'ils arrêtent les clients, ils se mettent pas à dos toute une industrie. Elle est très novatrice. Beaucoup de chercheurs, hein, et de docteurs en IA, Ouais. français. Xavier, il est diplômé de Centrale Supélec, par exemple. Donc, tu vois, vraiment, non, c'est top. Et non, c'est bien, quoi. Après, ils auraient pu la racheter plus cher, quoi. Mais Bon, hélas. le montant n'est pas connu officiellement. Allez, dernière info, rumeur, Didier. Alors, est-ce que tu aimes les boutons capacitifs, Olivier? Alors, Tu je n'aime sais, pas sur les boutons, mais voitures. vu la dose de cortisone que j'ai pris pour faire cette émission, je n'ai plus de problème de ce côté-là, ou presque. Mais je t'écoute. Mais alors, c'est la rumeur du jour, l'iPhone 16 n'aurait plus de vrais boutons physiques, donc ce seraient tous des boutons tactiles, en gros capacitifs, avec un peu de retour de force, j'imagine, ou un petit effet là-dessus. Ce qui ne m'enchante pas forcément, parce que voilà, moi je trouve ça assez agréable comme d'avoir des vrais boutons sur l'iPhone. Surtout je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont des handicaps moteurs, etc. Mais bon. Et donc il remplacerait tous les boutons sur l'iPhone 16. Et surtout le bouton action changerait de côté. Tu sais, le bouton action, quand tu peux pas l'actionner quand tu as le téléphone comme ça. Enfin, il faut l'actionner ici, et il viendrait là au niveau du pouce, donc ce serait peut-être un petit peu plus logique, par exemple. Mais bon, après, quand tu veux faire une photo, tu es plus comme ça. Enfin, Une question de taille, monsieur de Polycagne. Ouais. Apple il cherche un peu des innovations, hein, mais quand on en est à parler des boutons, peut-être que voilà, tu vois, ça stagne un peu aussi. J'espère qu'il y aura plus que ça à la rentrée, hein, si je peux me permettre. Merci Didier, c'est dans chaque semaine d'On refait le Mac, et chaque dimanche, vous retrouvez une spin-off d'On refait le Mac sur la forme du Busomètre sur la chaîne YouTube chaque dimanche en fin d'après-midi avec Didier Policani. Merci Didier. On enchaîne et on revient au sujet principal de cette émission, à savoir la cybersécurité. Alors, malgré tous les risques qu'on a listés, Mac, iPhone, est-ce qu'ils continuent à être vraiment plus sûrs? Commençons par le Mac. On le disait, le Mac a été longtemps, tu le disais tout à l'heure en préambule, Laurent, considéré comme une plateforme sûre, car au-delà de ses fondations Unix, sa part de marché était marginale et intéressait peu de hackers. Les choses ont évolué, tu l'as dit, ces 15 dernières années, et on a des chiffres. Hein. Ouais. Ben, vas-y. Bah écoute, on a Windows qui reste ultra dominant sur le marché. Hein. Il faut imaginer aujourd'hui que les entreprises, beaucoup d'entreprises... on voit l'évolution de ces 15 dernières années. Oui, tout à fait. Beaucoup d'entreprises. Le paradoxe, en fait, c'est surtout quand tu le fais sur le navigateur. Quand tu fais le navigateur, comme il y a énormément d'iPhone, le Safari a pris énormément d'ampleur. Mais Windows reste un gros... on a les sources de StatCounter, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc on a Windows, c'est 68% de part de marché. Au niveau mondial. Oui, au niveau mondial. Apple, c'est que 21%. Alors nous, on a connu Apple... énorme. Non, c'est énorme, parce que nous, on a connu Apple à 1%. Ah ouais, c'est ça. Nous, on a connu Apple à 1%. Attends, je te recadre tes stats quand même, Olivier. Ouais. C'est que la dernière stat de StatCounter, parce que ça fait un petit pic en 2023, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je sais pas pourquoi. Bah, Mais c'est revenu Covid. à 14 et quelques. Les contre-effets Covid, c'est ça? Et en plus, voilà, la façon dont on compte ce truc-là, c'est pas non plus. D'accord. Non, mais ça donne des idées. Ça donne des idées de ça taille. donne des idées. Encore une fois, c'est bien sûr qu'il n'y a pas quelqu'un, on compte pas, on n'est pas derrière chaque écran. Donc Apple ne Mais communique pas sur ses ventes, donc c'est compliqué. Ouais, ça donne des idées. Non, ce qui, moi, m'épate, c'est que Des chiffres Chrome OS représente à peu près 4%. Donc c'est épatant que Chrome OS représente 4%. 4%, ça me semble alors, énorme. Ouais, mais alors après, tu vois, par exemple, mon Donc, le fils... système d'exploitation inconnu, 3,23%, c'est plus Non, que mais Linux. ouais, mais tu sais, c'est tout ce qu'on ne sait pas. Il y a plein de... Ça peut être aussi des machines un peu du style des machines connectées, tout ça, qui existent sur le net, qui sont présentes sur le net, qui font des actions, et on ne sait pas ce que c'est derrière. Ouais, tu vois, qui sont présentes... la progression est importante par rapport à 2022. Hein. Oui, Windows est en baisse et OS 10 serait en hausse. Donc, ouais, mais tu vois, il y a on met au conditionnel. Hein. Windows sera à 76% et macOS serait à 15%. Donc, ça veut dire qu'ils auraient pris 6%. Quoi. Donc c'est énorme. Ouais, ça paraît énorme. Tu vois, les dernières stats désolé, je te reprends un peu en live, mais de Chrome OS, c'est 2,27 là. Ouais, ce qui paraîtrait plus cohérent. Hein. Mais encore une fois, plus de 9 menaces de sécurité sur 10 concernent tous les OS. Ah, bien sûr, les OS, c'est-à-dire que c'est multiple. Ça va être le faux conseiller bancaire qui appelle
qu'on soit sur Mac, Android, iOS ou PC. Moi, il faut que je Ils vous raconte appellent. quand même une histoire par rapport au faux appel bancaire. Ça m'est arrivé une fois et le type était hyper fort. C'était le jour d'anniversaire de mon fils. Donc, il savait que c'est le jour d'anniversaire de mon fils. Il m'appelle tard. Il se dit, c'est le jour d'anniversaire de mon fils. Toi, il est à la maison en train de dîner. Je vais le déranger au milieu du dîner. J'étais pas à la maison, j'étais à Disneyland avec mon fils. On mangeait au restaurant. Monsieur Frigara, bonjour. C'est votre banque. Bip. Nous savons que c'est l'anniversaire de votre fils aujourd'hui. Je vous dérange pendant le voilà, deuxième info qu'il avait. Je ne sais pas comment il a aspiré. Ah, vous êtes au restaurant, j'entends. Bon, je ne vais pas vous déranger longtemps. Bon, je suis très embêté, monsieur Frigara, car on nous signale qu'on vous a volé votre carte bleue. Vous êtes dans un endroit où vous étiez susceptible. Oui, je suis à Disneyland, j'ai dû la perdre. Mais non, pourtant, elle est là. Je ne sais pas. Quelqu'un a réussi à la pirater, je ne comprends pas. On va vérifier les informations et puis on va la bloquer. Vous êtes d'accord? Je dis, oui, bien sûr. Donc, vous êtes bien, monsieur Frigara, vous résidez, machin, votre numéro de téléphone, c'est un ça, et le numéro de votre carte Visa, c'est XXX. Oui. Bon, pouvez-vous me confirmer ces informations en me donnant le code au dos de la carte? Donc, le fameux code, comment on appelle ce code? Code CSV. Et ça va, CVC. Olivier, j'ai essayé, c'est bon, hein, j'ai essayé. C'était toi. Et là, j'ai dit, mais pourquoi mon banquier me demande mon code sécurité de ma carte? Et là, j'ai eu... Pourtant, je suis vraiment pas très fin dans ce genre de situation. Et il ne sourit pas, s'il te plaît. Et là, j'ai eu un éclair. J'ai dit, mais pourquoi, monsieur, vous me demandez mon code de sécurité? Un, vous ne savez pas me le demander. Et deux, vous n'avez pas à le connaître. Et là, j'ai attendu un blanc et il a raccroché direct. Donc, il voulait avoir mon code de sécurité. Donc, du coup, il avait l'information de ma carte, mais il n'avait pas le code de sécurité. Donc, il ne pouvait pas payer. Et là, il m'aurait dilapidé mon compte. Et tu me disais, en plus, je n'étais pas protégé, c'est ça? En général, dans le sens où vous aurez fait l'action, j'ai donné moi-même mon code. Voilà, vous aurez confirmé. Mais ce n'est pas le code du distributeur. Du côté banque. C'est le code qui est au dos qui permet d'actionner des achats en ligne. En ce moment, c'est quand même assez compliqué dans ce genre de cas de se faire rembourser par la banque. Bon. Il y a des recours qui sont en route, etc. Mais c'est assez compliqué. Ouais. C'est très très fort, les mecs. Hein. Très fort, ouais. Donc méfiez-vous des appels. Et toutes ces informations, ils les ont récupérées par... de Kevin Mitnick, Olivier. Raconte. C'est le grand pirate Kevin Mitnick. Et il y a eu un film sur lui, je crois. Et en fait, bon, il était quand même doué en informatique, hein, mais la plupart des réussites qu'il a eues, c'était surtout, il se faisait passer pour le technicien, il arrivait à rentrer dans les boîtes, il demandait à la secrétaire des infos, etc. Donc en fait, c'est vraiment du piratage presque pas technique, quoi, à l'ancienne. Et effectivement, c'est là où tu te fais le plus savoir. Ouais. Et on est là, pas plus tard que ce matin, il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour la police, qui m'a appelé et tout. Et on arrive à le détecter parce que nous, on est un peu, tu vois, on a un peu l'habitude, comme ça. Mais il y a énormément de gens qui sont vulnérables à ça, en fait. Ouais. Mais ce sera toujours le cas. Enfin, on peut pas. Et toutes ces informations, ça vient des fuites de données, en fait. Ça vient des fuites de données. Ouais. Bon, moi, j'ai acheté des données sur le dark web. Oui, c'est ça. Ouais, qui ont recoupé, attention, qui ont recoupé pour faire un profilage. Pas que. Je provoque l'intérêt de hacker. C'est bon. Non. Mais attends, il y a ça. Le deuxième truc, c'est que tu te rends compte que là où c'est problématique, c'est quand c'est ciblé, hein, parce que comme toi, ton cas, tu sais, c'est toujours la même chose. Tu ouvres tes chakras, quoi. Tu dis, ah mais tiens, ça y est, il m'a donné les informations. Et mon fils, donc tu te dis, je vous dérange. Et non, mais après, il y a aussi la sulfateuse, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, en période de Noël, ils te disent votre colis est bloqué, votre colis est bloqué. Tout le monde attend un colis pour Noël. Ou moi, ma mère, elle a failli se faire avoir 2 fois. Et c'est assez marrant. La première fois, elle avait sa carte vitale qui était en renouvellement. Les gens renouvellent très peu leur carte vitale. Mais statistiquement, ça peut arriver que des gens la renouvellent. Donc en fait, c'est vraiment la sulfateuse. Alors pourquoi j'appelais la sulfateuse, hein, c'était cette espèce de mitraillette qui tournait, hein, que à l'époque d'Al Capone. Mais et ça tirait, c'était pas très précis, mais bon, ça tirait dans la masse. Et en fait, elle a failli se faire avoir parce que elle attendait sa carte vitale et qu'elle a reçu un texto qui lui dit votre carte vitale, nous avons reçu votre carte vitale, veuillez cliquer ici pour valider la récupération. Et elle me dit, on me demande de cliquer. Heureusement, j'étais en ligne avec elle quand elle a reçu le message. Elle dit surtout pas. Jamais on te demanderait ça. Et la deuxième chose, c'est marrant, c'est mon frère quand il commande les cadeaux de Noël, il les fait livrer chez ma mère parce qu'il vit pas là où on passe Noël. Et donc il dit maman, tu vas tout recevoir. Et ma mère reçoit un texto qui lui dit vous avez un de vos colis. Donc c'est un de vos colis qui est bloqué, il n'arrivera pas avant Noël. Si vous validez pas ça, il manque 6,50 € de port. Donc c'est un micro-paiement, quoi. Veuillez cliquer ici pour valider le micro-paiement. Et ma mère, elle se dit je vais pas emmerder. Mon frère s'appelle Gilles, je vais pas emmerder Gilles pour ça, pour 6,50 €, je les paye, quoi. Tu vois. Fallait pas. Et elle a failli cliquer, et pareil, je crois, elle a eu mon frère dit, mais
c'est pas à toi qui devrais l'envoyer, c'est moi qui ai passé la commande. Donc ils ont pas ton numéro, c'est mon numéro à moi. Donc je me fais livrer moi chez toi. Il y a aucune raison qu'ils aient ton numéro. Ah oui, j'avais pas réalisé. Et encore une fois, c'est tu vois, et c'est de la sulfateuse parce qu'il y a rien de précis là-dedans, quoi. Et encore une fois, tu l'as exprimé, hein, Vincent, tout à l'heure. C'est terrible. Mais je vais y arriver d'ici la fin de l'émission, tu vas voir. J'espère. Déjà, je te tutoie, j'y arrive, tu vois, il y a du progrès. C'est souvent, voilà, on pense tout de suite aux gros virus qui cachés, mais plus c'est gros, plus ça passe, quoi, évidemment. Oui, c'est ça. En fait, des messages, c'est un peu toujours les mêmes. Hein. Il faut agir tout de suite. C'est pas forcément des gros montants, comme tu le dis. Hein. Ça peut être 3 €, 4,50 €. Et on va le recevoir par SMS, par mail. Et si ta mère avait eu une protection sur cet appareil, ça aurait été marqué. C'est-à-dire que tu as ça passe. Les applications proposées vont jusque là. Exactement. Donc moi, par exemple, sur mon téléphone, si je reçois un SMS comme ça, en fait, je vais pas recevoir le SMS. Ça va aller directement dans un dossier, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un dossier un peu poubelle, et je ne verrai pas cette arnaque arriver. Regarde cette réaction de Rémi. Oui. Non, tu sais, juste, il y a quelques années, je bossais chez Oscaro, donc dans la pièce auto, et Les poids du pot. Non, pas tant, mais surtout, on avait un détecteur de... En fait, chez Oscaro, on activait le 3D Secure au-dessus d'un... Enfin, il y a toute une règle. Et c'était assez marrant parce qu'on a une des manières de détecter si le 3D Secure était le fait qu'on te demande un double contrôle, un deuxième contrôle validé dans ton application était tombé, c'est si instantanément les ventes de turbo augmentaient. C'est-à-dire qu'en fait, on mesurait les ventes de turbo, et si d'un coup, il y avait un déclenchement des ventes de turbo, qu'il y avait une accélération du montant des ventes de turbo, c'est que le 3D Secure était tombé. Parce que ça se vend sur le marché noir comme mieux qu'une barrette de shit. Ça coûte assez cher. Oui, ça se vend mieux qu'une barrette. Tu vois, un turbo de M3, ça se vend très bien. On achète ça. Et de suite, c'était le truc qui était, dès que il n'y avait plus de contrôle, donc c'était le moyen de détecter ça, c'est marrant. Et regardez cette réaction, ce rappel de Rémi Waring sur Twitter, je crois qu'on a compris. Oui, il faut que les Apple users se rentrent dans le crâne, que la plateforme de Tim Cook est devenue une cible prioritaire tout autant que celle de Microsoft, donc effectivement. Et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec iOS, Vincent, puisque si Apple est à 20%, pour les plus optimistes même 10 ou 15%, on l'a dit aux États-Unis, il y a plus de 65%, et en France, ils sont autour des 28% d'après StatCounter aujourd'hui. Donc voilà, ça devient véritablement massif. Hein. Alors, question à nouveau de Mig. Arrêtez votre bashing contre Android. Je suis un Android user depuis des années. Je télécharge mes applications exclusivement sur le Play Store et je n'ai jamais eu de problème. Je n'installe jamais de soi-disant solutions de sécurité qui ont surtout pour but de voler mes données. Réponds, s'il te plaît, mon cher. Sur le côté, comme on en a parlé tout à l'heure un peu, de récupérer des applications directement depuis le store, on n'est pas à l'abri non plus d'avoir des fausses applications depuis le store. Ça arrive, ça reste relativement assez rare, mais ça peut arriver. Même chez Apple d'ailleurs, hein. Et Apple aussi, a tendance à les retirer très vite. Ouais. Dès qu'il y a ils ont une équipe spécialisée dans un petit peu l'analyse, tu vois, sur les réseaux sociaux de tout ce qui peut se dire. Et dès qu'ils détectent, il y a une réaction. Ils l'ont fait, qu'ils sont sortis quelques applis. Après, sérieusement, hein, lors de la soumission sur les stores d'une application, il n'y a vraiment pas photo, hein, les amours. Quand on dépose une application pour que Apple puisse la valider, ça prend des heures et des heures, et ils ont tout un tas d'outils de vérification de ce qui sort, ce qui entre, est-ce que ça fait chauffer le téléphone, etc. Quelles API sont appelées, et ça, c'est d'emblée. Tandis que du côté d'Android, en fait, ça passe, mais comme ça, hein. Donc, on a déjà déposé des applications en 15 minutes ou en 30 minutes, c'était disponible, et il y a moins de contrôle. Enfin, on peut raconter ce qu'on veut, en fait. Il y a moins de contrôle sur Android, point barre. Et on a plus besoin de Bitdefender, du coup. Voilà, au-delà de ça, en fait, la solution Bitdefender... Qui veut une licence gratos. La solution Bitdefender, sur un mobile, ça va servir à plusieurs choses. Ça va... sécuriser votre connexion Internet, enfin votre navigation sur Internet. Donc si vous allez sur des sites qui sont verrouillés, vous allez être prévenu avant d'aller sur le site. Première chose, il y a une fonctionnalité notamment sur iPhone de Scam Alert, c'est le nom de la fonction. Ça va analyser tous les SMS et les invitations de calendrier que vous recevez. Donc les liens qui sont dedans. Ah, d'accord. Et là, voilà, si on voit que derrière c'est un faux site ou un site de phishing, pareil, vous êtes alerté. Et enfin, le troisième, c'est que c'est inclus avec un VPN. Si vous vous connectez pendant vos voyages à l'aéroport, par exemple, sur un réseau Wi-Fi public ouvert, vous êtes à risque.
Clairement, il ne faut pas se connecter sur ce genre de réseau. C'est très facilement interceptable par les pirates, toutes les données qui transitent. Surtout ne pas se connecter sur votre compte bancaire. Voilà. Et en fait, le fait d'avoir un VPN va renforcer la sécurité de votre connexion à ce moment-là. Donc, on a bien compris que c'est des solutions de sécurité aujourd'hui, que ce soit celles de Bitdefender, d'autres, j'en oublie. Eh bien, Sophos, Jamf. Voilà, il y en a plein d'autres. Oui. Intego. Et tous les autres VPN, il en existe. Donc c'est une solution vraiment qui ne s'arrête pas simplement à l'antivirus d'autrefois, qui scanne votre disque dur et vos mails, quoi. Non, c'est ça. Ça va au-delà de ça. Ça prend en compte les nouveaux usages aujourd'hui, donc se connecter sur des réseaux Wi-Fi. Et l'antivirus et le malware, en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'antivirus et le malware, en fait, ont tendance. Qui a beaucoup c'est le plus. cheval de Troie. Ouais, mais qui a beaucoup plus à gagner. Ouais. Tu vois, à aller chercher ailleurs. C'est ça qui est fou. Moi, je vous donne juste une info. Il y a quelques mois, j'ai eu besoin d'avoir accès aux informations d'une application qui contenait des données à moi, hein, donc dans l'application, mais j'avais besoin de récupérer ces informations. Et j'ai cherché un peu, et en codant, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait simuler une attaque, ce qu'on appelle MIM, hein, Man in the Middle, c'est-à-dire je me mets au milieu, quoi. Et je l'avais jamais fait, quoi. J'avais jamais eu besoin de le faire. Et en fait, je l'ai pratiqué. Et j'ai réalisé deux choses. La première, c'était la facilité avec laquelle je l'ai faite. Je savais que c'était pas dur, mais pas à ce point. Et la deuxième, c'est le fait que quand tu le fais, ça veut dire que tout ce qui passe dans le tuyau, même si tu penses qu'il est sécurisé, en fait, il l'est pas. Et donc, ça veut dire qu'on lit tout en clair. Donc, ça veut dire que toi, quand tu te connectes potentiellement à une appli où tu tapes ton login password, ben, en fait, tu vois repasser, comme à l'époque, on n'avait pas le SSL. Wow. Tu vois repasser le... Et c'est pas très, très dur. C'est pour ça que c'est pour mettre un peu l'emphase sur ce que tu disais. Quand tu te connectes, moi, par exemple, j'ai une solution de sécurisation. J'ai une liste de réseaux Wi-Fi déclarés. Je considère que ces Wi-Fi sont sûrs. Ici, à la maison, à mon bureau. Et puis après, je pars du principe que quand je me connecte à un réseau Wi-Fi, qu'il soit sécurisé ou pas sécurisé, en fait, le VPN se déclenche. Le VPN va pas en lui-même, il va pas sécuriser. Tu vois, les gens disent oui, mais le VPN, tu sais pas ce que tu as à la sortie. Non, ce qui m'intéresse, c'est pas la sortie, c'est surtout sur le premier tronçon, là où quelqu'un peut se mettre sur le réseau Wi-Fi et faire croire qu'en fait, il se connecte même en étant sécurisé derrière, sachant qu'il peut voir ce qui passe. Donc voilà. Et autre petite anecdote sur le réseau Wi-Fi ouvert. Est-ce que vous connaissiez le module sur Firefox Fireship, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui existait il y a 7 ans, 8 ans, 10 ans. Donc c'était un petit module. On se connectait sur un réseau Wi-Fi ouvert. On voyait l'ensemble des ordinateurs ou smartphones qui étaient connectés dessus. On en sélectionnait un et il apparaissait tous les comptes comme Facebook, BNP, PayPal. On prenait par exemple Facebook et en un seul clic, on pouvait se connecter dessus. Donc, raison de plus d'utiliser Safari. Et en fait, le développeur qui avait fait, ça marchait avec Safari aussi, je crois, il y avait le développeur qui avait développé ce module voulait alerter le grand public sur les risques du Wi-Fi public ouvert. C'est effrayant. Hein. Voilà. Donc, il avait on parle du Wi-Fi, mais quand tu es sur un réseau même Ethernet, je sais pas, d'une même société ou tu te branches dans un hôtel. Enfin, ce que les gens, des fois, ne comprennent pas, c'est que quand tu te connectes sur un réseau Wi-Fi, n'importe quel réseau, un réseau Ethernet, peu importe le réseau, c'est que tout ce qui passe, tout le monde le voit passer. C'est-à-dire que c'est comme une grande rue, quoi, où toi, tu vois des voitures se balader. Et effectivement, les données qui sont chiffrées, elles, a priori, elles sont inviolables, mais on peut quand même les intercepter, même si elles sont chiffrées. Et tandis que quand tu passes dans un VPN, tu passes quand même dans un tuyau qui est théoriquement dédié à ta connexion, donc en principe qui est isolé de tout ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dur à comprendre. Moi, je me rappelle, j'étais arrivé dans une boîte qui je donnerai pas le nom, mais qui bossait énormément dans la sécurité, vraiment dans des choses très très sensibles. Et on nous mettait beaucoup de contraintes sur ces logiciels. Et bon, tu as tout un tas de programmes qui te permettent d'écouter ce qui passe sur le réseau. Et je m'étais aperçu que juste le premier login, là, il n'était pas chiffré. C'est-à-dire que ce que tu tapais au clavier, chez tes collègues à côté, tu pouvais le voir hyper facilement. Et en fait, c'est des failles qui sont vieilles comme le monde, en fait, tout ça, mais qui sont encore valables aujourd'hui quand tu es dans les aéroports, quand tu es dans tous ces endroits. Ouais, je voudrais faire deux petites choses parce que c'est important. En fait,
Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais ces VPN, en fait, ils sont là que pour te vendre un abonnement. Je prends le VPN au sens global. Alors moi, j'ai par exemple des potes qui me disent ouais, mais nous, par exemple, on privilégie Proton VPN parce que Proton, ils ont une volonté. Donc chacun va avoir un peu là où porte son cœur. Les autres disent ouais, mais c'est tous les mêmes, les CyberGhost, les NordVPN, les Kikas VPN, il y en a plein. Hein, donc chacun le sien. Moi, ce que je dis toujours, c'est entre pas de VPN et tu te connectes à l'hôtel et un VPN de ce type-là, il vaut mieux un VPN de ce type-là. Après, je peux entendre, et vous allez voir, parce qu'on a un commentaire de Damien sur lequel je suis assez d'accord. En fait, ce que beaucoup de gens disent, ouais, mais c'est en fait, ce que tu fais, c'est que tu ne fais que déplacer ta sortie vers ces sociétés. En fait, tu ne sais pas ce que ces sociétés, elles, font derrière. Alors, c'est vrai que c'est un peu dangereux. L'éditeur de VPN. Parce qu'ils peuvent s'en servir pour faire des statistiques, ils peuvent s'en servir pour regarder ce qui passe, Vendre de la peuvent voir. Pour te piquer tes données. Éventuellement te piquer tes données. Attends, juste pour finir. Non. Et c'est sûr que c'est pas la même chose entre je sors ma sortie de Netflix pour pouvoir voir mon film en Australie et je fais transiter mes données. Maintenant, c'est une question de conviction. Hein. Chacun après a ses convictions et ce qu'il croit. Là, on est sur des sujets qui sont subtils. Oui. Donc, je vais poser la question parce que Damien fait une remarque. Il dit quelque chose de très juste. Il dit toutes les données qui transitent sur ces VPN. Au boulot, on travaille avec l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc du gouvernement français. Et il ne recommande pas du tout ces VPN grand public. Et c'est vrai qu'il y a une image un peu négative parce que quand on voit la quantité de pubs, et nous on les a en sponsor sur certaines émissions, et donc voilà. Moi, je vais répondre là-dessus absolument, Laurent, je suis désolé. Mais... Hein ? Il faut vraiment que je réponde sur différents trucs qui ont été dits. Mais c'est vrai que du côté des VPN, avoir un VPN, ça veut dire faire confiance au fournisseur de VPN en question. Donc là, je rejoins absolument notre auditeur. Globalement, en fait, rien ne te dit qu'ils ne sont pas en train d'analyser les données à la sortie, ni même les données à l'entrée. Et ils deviennent dépositaires de tes données en grande partie, même si, ok, elles sont sécurisées, etc. C'est quand même le seul VPN que tu peux croire, c'est celui que toi tu mets en place dans un milieu professionnel et que tu vas chiffrer comme tu le désires, etc. avec tes propres certificats, ce genre de choses. Donc c'est pas si compliqué à faire, hein, Christophe. C'est pas si complexe. La plupart des boîtes ont leur VPN d'ailleurs pour ces raisons-là. Hein. Tout à fait, exactement. Et pourquoi pas en fait un VPN en plus open source qui te permet d'aller voir le code. Donc ça c'est une chose. Didier mettait en évidence effectivement les réseaux Wi-Fi et les réseaux, les réseaux ouverts globalement, en fait, Wi-Fi et filaire, les deux. Alors oui, Didier a parfaitement raison. C'est vrai que parfois on se retrouve quand on se connecte à pouvoir voir les machines des autres, etc. Mais ça c'est quand l'administrateur système a mal fait son boulot. C'est-à-dire qu'en théorie, normalement, quand on est sur un réseau Wi-Fi ouvert à tous, on doit être complètement isolé du reste en fait des clients. Ça c'est quand l'administrateur système a bien fait son boulot, quoi. Donc il y a toujours de la nuance à mettre dans tout ça. Et effectivement, on peut pas demander à tout le monde d'être un administrateur système, de pouvoir aller voir en fait ce qui se passe et ce genre de choses. Mais effectivement, un VPN grand public, il faut faire confiance. Personne ne nous protège que tout, demain on nous dise ton compte en banque et le vider. Non, il faut pas dire n'importe quoi non plus. Non, mais demain, je vais pas donner un nom de VPN en particulier parce que je veux pas frapper sur ces gens. Mais rien ne nous dit que demain on nous dira pas blablabla VPN. Que tout le monde utilise en fait ou sur lequel il y a des centaines de milliers de personnes, en réalité était une société de hacking qui revendait vos données à droite et à gauche. Personne ne nous protège de ça en fait. Personne. Après, il y a un truc qui est important aussi, c'est que le terme VPN est utilisé dans deux cas. C'est-à-dire, il y a ceux qui se servent du VPN pour se connecter à leur bureau. Et donc, faire que quand tu te connectes avec ton VPN, juste une connexion sécurisée. Non, mais tu te retrouves dans les prémices de ton entreprise. C'était le premier usage du VPN. Oui, et aujourd'hui, on l'a déformé pour aller de l'autre côté. C'est-à-dire, on se sert du VPN pour déplacer ta sortie un petit peu plus loin, ce qui est la même technologie, mais c'est un usage qui est différent. Et c'est vrai qu'il faut souvent on a tendance à confondre les deux. Les gens me disent ouais, mais moi j'utilise le VPN comme ça, je me connecte au bureau et je suis sûr de ma sortie, puisque je me connecte via la gateway de mon entreprise. Mais c'est pas le même type d'approche, quoi. C'est pas le. Vincent, tu souhaitais réagir ? Oui, quelque chose qui est important quand on va choisir son fournisseur VPN, c'est de faire attention à ce que celui-ci ne garde pas de journal de log, journal d'activité. Donc, certains le font, certains le font pas. Et voilà, et il faut pas. Comment on peut le savoir concrètement ? Alors là, j'ai envie de dire, il faut aller sur le site et faire confiance en soi à l'entreprise qui indique sur le site qu'il ne garde pas d'informations. Je présume que ce n'est pas le cas de... Nous, on ne garde pas ces informations. Exactement. Il y a quand même des audits externes.
Il y a des Un audits, petit voilà, peu c'est sur- ça, exactement. C'est ce que j'allais dire, comme Didier le Moi, je dit, il dirais y a des, qu'il il y a des audits y a quand même- externes qui doivent être réalisés, en fait. Tout ça doit être normalisé, mais c'est pas le cas partout. Et surtout, ce qui est intéressant quand même de voir, parce que bon, les VPN, l'idée aussi, c'est d'être dans tous les pays du monde, donc forcément, tu passes par des serveurs qui sont pas en Europe, par exemple, donc tu confies tes données à des serveurs qui sont pas en Europe volontairement, hein. Mais par contre, tu peux aussi regarder d'où viennent les entreprises. Enfin, moi, je pense que ça mériterait aujourd'hui d'avoir un peu des enquêtes approfondies sur les VPN, de vraie parce que tous ne se transparence. valent pas. Oui, oui, clairement. Et puis en plus, il y a un double jeu. Enfin, les VPN arrosent beaucoup les médias. On a tous des sponsors de VPN, etc. On les choisit. Je sais qu'il y a des entreprises avec lesquelles on ne veut pas travailler. Oui. Mais aussi, ça entretient ça. C'est-à-dire que ça verrouille aussi, tu vois, s'il y a des problématiques, les médias évitent d'en parler, puisque c'est aussi des atouts de sponsors. Donc voilà, il faut rester méfiant, on va dire, et faire sa petite recherche aussi de son Pour côté. conclure, mais vraiment Donc pour conclure, globalement, Christophe. pour résumer, au niveau des VPN, il y a deux fonctionnalités. Je suis désolé, Oli. La première, c'est la partie sécurisation, et celle-là, en fait, on peut pas en être sûr. Et la deuxième, en fait, c'est le fait de pouvoir aller utiliser des fonctionnalités dans une partie du monde, comme par exemple pour la Formule 1, etc. Et c'est pour ça qu'il faut prendre un VPN, mais pas pour la partie sécurité spécifique. Et effectivement, pour ton deuxième point, j'étais en déplacement il y a pas très longtemps, au Moyen-Orient. Je voulais accéder à ma banque et je ne pouvais pas sans le VPN. Et donc j'ai dû activer le VPN, mettre une adresse IP française. C'est pas considéré comme une attaque venant de l'étranger. Voilà, exactement. Et là, ça a fonctionné. Allez, réaction sur Twitter. Regardez en revanche ce qui explique que les plateformes Apple soient plus sûres, c'est qu'en majorité, les utilisateurs ont installé les dernières mises à jour et donc disposent des dernières patchs de sécurité. La tendance n'est pas la même du côté de Windows ou Android. Est-ce que vous confirmez, Christophe, Didier, effectivement, Apple arrive à convaincre et à forcer, à encourager ses utilisateurs à migrer plus rapidement sur les dernières mises à jour et sur les dernières versions d'iOS. Disons que quand on fait une mise à jour avec les systèmes de Apple, en règle générale, on n'a quand même pas trop de problèmes. C'est entre autres dans le domaine des entreprises, c'est pour ça qu'on se freine à faire des mises à jour. En fait, c'est parce qu'on va plutôt avoir des soucis de fonctionnalité une fois qu'on fait les mises à jour trop rapidement, en ayant peur des bugs, en ayant peur de plein de choses. Aujourd'hui, c'est vrai que Apple maîtrise assez bien son sujet de ce côté-là, quoi. Ouais, Apple a deux avantages. Il faut les citer parce que c'est important, parce que souvent on dit ouais, vous trollez Android, mais à un moment donné, il y a des sujets où Android est meilleur qu'Apple et d'autres, là, tu vois, iOS est bien meilleur. Apple a deux énormes avantages. La première, c'est que la rétrocompatibilité des OS est énorme. C'est-à-dire que iOS marche sur 4, 5, 6 versions passées d'iPhone. Donc ça veut dire que tu peux avoir le dernier iOS sur un téléphone il y a 6 ans, chose que tu ne peux pas. Je connais des gens qui ont des iPhone 8 encore. Oui, moi j'ai un iPhone 7. Alors j'ai pas la dernière version, j'ai l'avant-dernière version. Mais donc c'est très intéressant et donc ça nous amène à un chiffre qui est quand même qui fait rêver. C'est qu'aujourd'hui 76% des iPhones en circulation, donc qui ont moins de 4 ans, tu vois, de récents, tournent sur iOS 17. Donc c'est-à-dire que tu imagines quand il y a 4 téléphones sur 5 qui ont la dernière version du système, tu as résolu un paquet de problèmes, quoi. Et du côté d'Android 14 contre iOS 17, j'imagine qu'également les chiffres, on a trouvé des chiffres qui datent du mois d'octobre, donc du mois de novembre, donc Android 14 venait de sortir, il apparaît même pas dans la liste. Ouais, mais il y avait Android 13, 22%, Android 11, 22%, Android 10, 16%, Android 12, 16%, Android Pie, 10,5%, Android Oreo, 7%, Android Nougat, 3%, Android Marshmallow, 2%, Android Lollipop, 1%. Ouais. Donc t'imagines le morcellement du marché, quoi. Ouais, et à l'inverse, les amis, peut-être sur Teams, Humano, regardez, nous dit Lias Mano, le problème avec toutes les fonctions implémentées par Apple pour la sécurité, c'est qu'il faut avoir ces appareils tous à jour. Quand on a un ancien appareil comme mon iMac de 2009, il n'est plus compatible avec les autres appareils du fait de ces nouveaux ajouts de sécurité, Didier. Les gens confondent les choses, c'est-à-dire que Apple distribue encore des mises à jour de sécurité sur des anciennes machines, des fois même très vieilles. Et ça, 2009. C'est un rare aussi à toujours le faire. On est en 2014, Mano. 15 ans pour Mac. 15 ans. Ouais. Mais c'est beau, déjà c'est beau qu'il ait un Mac comme ça. Et par contre, là où Apple est très forte, c'est qu'elle arrive à te mettre la mise à jour de sécurité avec un truc qui te fait envie. Tu vois, tu as le bonbon avec, tu as les nouvelles fonctions. Et moi, quand même, je tempérais un coup, c'est que sur Android, moi j'ai pas mal d'appareils Android ici. Maintenant, tu as quand même des mises à jour, ils te forcent quand même pas mal la main, assez régulièrement, sur les derniers appareils. Vous pouvez les connecter du Teams, s'il vous plaît.
Mais pourtant, tu vois, je suis pas un méga fan d'Android, mais j'avoue que ça a fait quand même beaucoup de progrès à ce niveau-là. Et même, Alors, à t'as quand des Android mises à jour, des Forever vraies mises à jour système aussi maintenant. À quand Sur des Android vieux téléphones. Forever, Didier? Écoute, on parle d'Android, on parle de tout. Nous, on n'a pas de, On n'a pas de d'église, hein. religion. Hein, très bien. Regarde cette réaction de Globetrotter sur Twitter. Sur l'iPhone, ce n'est pas utile, les solutions de sécurité, puisqu'Apple contrôle les apps. C'est pour ça que personnellement, j'ai du mal avec le DMA, le Digital Market Act. Je ne me téléchargerai pas d'App Store alternative, pardon, et encore moins faire du silencing. On en parle après ce jingle. Enfin, faisons... Allez, très rapidement, Laurent, on va parler du DMA, mais avant, on a vraiment prouvé ces derniers mois que l'iPhone n'était pas inviolable, et vraiment, ce qui a été un coup de tonnerre, c'était l'affaire autour de... J'ai un trou, aide-moi. Pegasus. L'affaire Pegasus, est-ce que tu peux revenir sur cette obscure affaire, s'il te plaît? Ah non, elle n'est pas, elle est pas obscure. Bon, on a parlé tout à l'heure, hein, il y a ce qu'on appelle les failles zero day, c'est-à-dire une faille qui n'a pas encore été détectée. Donc, ça veut dire qu'il y a un opérateur, quel qu'il soit, bon ou malicieux, hein, bon ou mauvais, qui va exploiter une faille. Donc c'est souvent, les gouvernements sont très demandeurs. Hein. Il y a des gouvernements, tu vois, comme tu as le bug bounty, de l'autre côté, tu as, je te paye ta faille zero day sans discuter. Parce que si tu as un gouvernement et que tu arrives à avoir une faille zero day, que tu peux rentrer dans les téléphones d'un camp adverse. Ouais. Okay, donc c'est peu importe. Donc dans le cas Pegasus, c'est pire, c'est que c'est pas réellement un gouvernement, c'est une société avec pignon sur rue, qui s'appelle NGO. Alors certainement. NSO. SO. SO, pardon, oui, c'est le Guillaume de tout à l'heure, le Jérôme de tout à l'heure. Donc NSO qui a donc NSO Group, même le nom, qui a derrière, qui eux, ils achètent. Dès ils sont réputés pour ça. Hein, dès qu'il y a une faille zero day, ils payent, ils discutent pas. Beaucoup d'argent sur la table. Et derrière, ils le vendent à différentes sociétés et États pour exploiter. Et en fait, il y a eu, ça a fuité, et on a appris, on s'est rendu compte que il y avait des chefs d'État, des grands chefs d'entreprise. On a eu la liste de tous ceux, y compris Macron, y compris. Donc ça a un peu, et surtout on a dit oui, mais c'est un eux, ils te disent, nous, on vend à des clients. Et de l'autre côté, on disait, bah oui, mais attendez, on est des alliés, on est un pays ami, comment c'est possible? Donc, c'est un peu grincer des dents. Mais tout le monde s'observe, hein, tu vois, Vous avez un peu observé justement le phénomène qui a été médiatisé parce qu'il y a des journalistes dedans et tout, il y a plein de choses, c'est ça qui est... Ouais, plein. Oui, il y a eu plein de pays partout dans le monde, hein, même en Europe. L'Espagne, l'Allemagne, il me semble. La France a décidé de ne pas l'acheter. NSO. Ils ont hésité pendant un certain temps et puis finalement ils ont décidé de ne pas l'acheter. Mais oui, de toute façon, voilà, quand on parlait tout à l'heure de Light Spy, c'est un peu le même principe. Voilà, donc il y en aura d'autres encore et puis voilà, il y aura des vagues avec donc non, l'iPhone n'est pas inviolable. Exactement. Concernant le tu sais, juste pour info, on conclut, Laurent. Oui, mais je sais, mais tu sais qu'en termes de sécurité, on raconte toujours cette histoire. C'est si on veut rentrer chez toi et que c'est chez toi qu'on veut rentrer, tu peux mettre n'importe quelle sécurité. On rentrera chez toi. Ouais. Ce que fait d'habitude, c'est qu'on met une serrure en plus en se disant la personne qui va rentrer dans l'immeuble va regarder, il y a deux portes. La porte de droite, elle a une serrure, la porte de gauche, elle en a deux. Je vais attaquer la porte de droite, c'est plus facile de rentrer. Donc c'est toujours il n'y a pas de citadelle imprenable, il n'y a que des citadelles non prises. Donc c'est ça la sécurité. Et aujourd'hui, tout dépend. Est-ce que j'arrive au petit bonheur la chance et je veux rentrer, et là on ira là où c'est le plus facile, la porte la plus fragile, la porte la moins sécurisée. Si c'est toi qu'on vise, de toute façon c'est un autre combat, quoi. Concernant le DMA, Laurent, oui. Comment on explique qu'Apple ne mette pas plus d'argent sur la table sur les bug bounty, justement? On va en parler. On va parler du bug bounty. Ouais. C'est le chapitre juste après. Mais concrètement, concernant le DMA, puisque c'était la question de notre tweetos. Est-ce que oui ou non, déjà du côté peut-être d'avoir l'avis de Vincent et de Bitdefender, c'est l'argument principal d'Apple de dire non, le DMA vous obligez à ouvrir des App Store alternatifs, c'est la porte ouverte à l'arrivée de problèmes de sécurité. Est-ce que tu es d'accord avec ce discours ou c'est un petit peu plus compliqué que ça? Alors, ça c'est peut-être plus à titre personnel, hein. Ouais. Mais si on écoute Apple dire ça, dans ce cas-là, le Mac serait une machine dangereuse finalement. Bah oui. Puisque le Mac, aujourd'hui, on peut... ne l'est pas. Voilà, on peut... c'est une machine plus dangereuse qu'un iPhone. Ouais. Plus risqué. Parce que les applications sont moins contrôlées. Ouais. Plus risqué peut-être, ouais, peut-être. Mais ça reste quand même quelque chose de très viable. On peut l'utiliser au quotidien sans problème. Enfin, donc le côté où du jour au lendemain, l'iPhone deviendrait extrêmement dangereux, voilà.
Ouais. Ça reste aussi, il y a une ouverture supplémentaire, mais c'est aussi un message marketing d'Apple derrière. Ouais. Laurent? Alors c'est une ouverture, excuse-moi Olivier, Oui, mais c'est une ouverture, mais en même temps pas tout à fait une ouverture non plus, parce que n'oublions pas, on en a parlé pendant toute une émission, ça ne veut pas dire aussi que Apple laisse faire n'importe quoi. Hein. Donc il y a bien un cadre en fait qui est donné, on ne peut pas monter son store comme on le désire, on doit suivre des règles et on doit suivre aussi le protocole de sécurité de Apple. Oui, mais ça c'est une vision d'ingénieur, si je peux me permettre, Christophe. Les politiques et les fonctionnaires de l'Union européenne, ils n'ont pas du tout cet avis-là. Hein. Et crois-moi qu'ils ne sont absolument pas d'accord avec la politique mise en place par Apple. Les technocrates de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils foutent ? Ils nous font un Internet qui est chiant. Ce matin, j'en ai marre, je cherche mes Google Maps qui n'apparaissent plus dans les résultats, ça me saoule. Les mesures mises en place par Apple ne sont pas suffisantes et sont encore trop restrictives. Donc il n'est pas sûr que ce que propose Apple aujourd'hui, les amis, soit rentre dans le cadre du DMA et Apple prend le risque de se faire sanctionner. Donc Apple va devoir bouger. Essayer de mettre des stores alternatifs, Olivier. Mais Apple, déjà, te rend l'opération extrêmement compliquée. Nous, on a même dû payer 2-3 fois pour arriver à installer l'App Store. Donc, ouais. De toute façon, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour te dire que ce truc n'est pas bien, qu'il est mal fait. Je pense qu'ils auraient quand même les moyens de faire quelque chose d'assez simple et propre. Peut-être qu'on va y arriver quand même. Mais après, moi, je suis assez d'accord. Quand tu fais de la programmation, tu vois bien qu'il y a des libres privés, publics, il y a tout un tas de choses quand même qui va être dur de contourner malgré tout. Donc on aura quand même une sécurité, on va dire, assez basique. Après, c'est plus effectivement dans le contrôle des données, de tout ce que tu peux mettre derrière, en fait, où Apple n'aura pas son mot à dire. Donc ce qui dépasse l'aspect purement technique. Et là, oui, ce sera forcément plus ouvert. Mais la question, c'est, tu vois, il y a plein de gens qui ont Android aujourd'hui. Ils ont quand même des téléphones qui fonctionnent, ils ne se font pas piquer leurs données tous les jours. Je pense que les utilisateurs continueront de télécharger sur l'App Store finalement. La plupart du monde va majoritairement, ils vont rester sur l'App Store. Je pense, oui. Très majoritairement, c'était la conclusion avec laquelle on est arrivé avec Yann. On est tellement formaté en disant c'est dangereux d'y aller que beaucoup de gens. Non, mais les gens, c'est compliqué. Ils connaissent ça, et puis par simplicité, ils ne vont pas chercher un autre. Non, mais regarde, le App Store a dit, nous, en fait, le fait qu'on ouvre, on va devoir payer pour les utilisateurs. Donc on te fait payer 1 euro, c'est combien, 1,80 € Didier? Oui, c'est ça, ouais. 1,80 € pour couvrir les coûts Apple. Les gens ils disent, je vais payer 1,80 € pour rien pour l'instant, juste pour avoir accès. Donc oui, les geeks et tout ça vont le faire. Ceux qui ont vraiment besoin d'une appli et qui ont compris qu'il fallait passer par ce paywall pour pouvoir aller de l'autre côté de la frontière, mais les autres vont pas le faire. Ils vont dire, oh là là, c'est quoi? Mais c'est pas ça, parce que je veux, c'est l'app. C'est pas App Store que je veux. Donc non, c'est un coup de génie de la part. C'est une erreur de ce qui était écrit dans le texte. Le texte DMA dit il peut y avoir un coût pour couvrir les frais liés au truc. Et Apple a dit ok, super, on va mettre un coût ridicule. Ils te disent c'est 1,50 $ par an, c'est quelques centimes. Dans quelques mois. Les technocrates de l'Europe vont bien pondre un truc encore chiant, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Oui, mais encore une fois, tu verras qu'ils vont se faire retoquer Apple, j'en suis persuadé. Mais bien sûr, parce qu'ils veulent se payer Apple, regarde, comme ils sont contents. Mais bien sûr, quand tu es technocrate à l'Europe, la seule chose que tu veux... Culturel. Oui, tout à fait. On nous l'a expliqué déjà. Allez, tu parlais du Bug Bounty à l'instant, Didier, ce programme qui permet d'encourager... des hackers à être vertueux et à tester des failles et les rémunérer et les récompenser quand ils communiquent à Apple les failles. C'est la principale avancée de ces dernières années, notable à mon sens depuis Apple. Lorsqu'on a fait une émission il y a 4-5 ans, c'est ce qu'on avait pointé du doigt, le programme de Bug Bounty était assez faible. Maintenant, il est beaucoup mieux, on vous dit tout, dans ce chapitre. Alors, en un mot, Vincent, le Bug Bounty, c'est quoi ? Alors, c'est un programme de récompense pour les développeurs. Donc, ils vont. Le but, c'est de trouver tous les bugs qui existent sur les différents OS avant que des failles soient trouvées par des hackers qui ont des velléités moins sympas. Donc, il y a des concours qui sont mis en place. Donc, Apple avait mis. Alors, je ne sais plus si tu as des montants en tête, mais je sais qu'ils ont augmenté comme ces dernières années. C'était quelques centaines de milliers de dollars avant 2019. Et après 2019, ils ont dit tiens, on est quand même la plus grosse capitalisation boursière. Et ils sont montés jusqu'à 1,5 million de dollars en 2019. Et ça, on en trouve dans toute l'industrie high-tech. Donc, toutes les grosses entreprises pratiquent ce bug bounty. C'est une belle façon de rémunérer les développeurs et de corriger les failles avant qu'il soit trop tard. Alors, c'est surtout, en fait, ce qui est intéressant, parce qu'il y a un ROI sur le bug bounty. C'est combien ça coûterait en termes d'image
tu vois, le fait que derrière je sois piraté, et donc en fait je mets cet argent pour rémunérer la communauté des développeurs et des hackers en col blanc, hein, comme tu vois, des white hats, hein, donc et eux, ils ont le chapeau blanc, mais bon, nous on les appelle souvent un truc, et donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Alors Didier, est-ce qu'à 1,5 million de dollars, est-ce que le programme de bonne boutique qu'on attendait, qui a été mis en place depuis 2019 et a été accepté, et est-ce que les développeurs sont plutôt contents, Didier? 1,5 million, en fait, ça représente en gros quelques années d'un développeur à plein temps à Cupertino, tu vois. À peu près pour trouver une faille de sécurité. Donc, Apple juge que ça vaut ça à peu près. Donc, s'il devait découvrir les failles, ce serait l'équivalent de ça. Mais c'est intéressant parce que eux, je pense que c'est quand même un enjeu stratégique. Mais pour autant, s'ils voulaient vraiment récupérer le maximum de failles, ils mettraient 10 millions et ils plieraient quand même beaucoup de failles de sécurité. Donc, un peu chiche encore. Là, alors, il y a le montant. Et puis, il y a aussi le fait que Apple met à disposition des outils aussi. Tu peux accéder au noyau. Enfin, il y a pas mal de petites choses. Mais comme toujours chez Apple, quand même, ils ont un nombre de développeurs limité et tout. Les gens se plaignent beaucoup. Là, on avait même des chercheurs, donc ceux qui ont le col le plus blanc, c'est ceux qui sont dans la recherche publique. Ouais. Et eux, ils se plaignent déjà que Apple paye pas assez vite, qu'ils répondent trop lentement, qu'ils ont une mauvaise communication. Enfin, les trucs classiques quand tu travailles avec Apple. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Mais c'est vrai que en fait, faut dire aux gens quand même que trouver une faille, c'est pas illégal. Hein. Enfin, il y a rien de. Bah, évidemment. Voilà, c'est parfaitement légal. Et l'acheter, c'est légal aussi. La revendre après, ça dépend un peu des pays. Mais du coup, c'est vrai que si toi, tu découvres une faille, même toi, là, Olivier Frigara, demain, tu fais « Ah, j'ai trouvé une faille incroyable. Apple, 1,5 million, je suis payé dans 2 ans. J'ai plutôt aller voir NSO, il va me l'acheter 8 millions. » Et voilà, l'affaire est conclue. Et toi, tu as gagné légalement ta vie. Donc après, il y a effectivement tout le côté spirituel. Hein, voilà. Mais en gros, quand même, Apple pourrait peut-être être un peu plus généreuse. En général, elle est à peu près entre 5 et 6 fois en dessous des prix du marché tout le temps. Tu confirmes? Donc, voilà. Oui, c'est à peu près ça. Christophe veut dire un mot, mais on commence avec Vincent. Oui, non, mais c'est à peu près ça. Hein. Une fois qu'on a trouvé cette faille, il y a le côté moral qui va jouer. Est-ce qu'on veut être payé davantage et puis on revend ça, soit des moyens. Hein. Ou alors peut-être parler de revendre ça à NSO, mais est-ce qu'on revend ça à NSO? Est-ce qu'on revend ça à des hackers aussi, hein, parce que les hackers peuvent aussi très bien payer. Ou alors est-ce qu'on vend ça à Apple? Dans 2 ans, on est payé, puis de manière un peu moindre. Mais on a l'esprit tranquille. Voilà. Christophe, un petit mot peut-être? Oui, moi je pense ici qu'on est en train de taper un peu sur la tête de Apple, alors que même les gouvernements ne le font pas correctement. Je veux juste vous citer une histoire, et maintenant elle est publique. Les gouvernements ne sont pas riches, contrairement à Apple, mon cher Christophe, si je peux me permettre. Que dis-tu? Je dis que les gouvernements ne sont pas riches, contrairement à Apple. Oui, enfin ça dépend de quel gouvernement, je pense, mais ouais, j'en connais quelques-uns. Je te cite un exemple que vous connaissez déjà, je pense, qui est l'application pour... c'était lors du fameux virus, hein, du Covid. Il y avait une application en Belgique qui avait été créée pour le gouvernement, qui avait été demandée par le gouvernement. Et cette application, en une après-midi, j'avais fait une man in the middle dessus, pour que n'importe qui puisse rentrer n'importe où, globalement. Et c'est sur le web. J'ai essayé de prendre contact avec eux, etc. Ils n'ont jamais réagi, en fait. Personne n'a jamais réagi. Tout le monde s'en fout complètement. Et cette application est juste claquée par terre, en fait, et ils ne l'ont jamais corrigée. Ah oui. 4 heures de temps. C'était un truc de dingue. Donc il y a quand même des plateformes de Big Bounty qui affichent la couleur et qui payent mieux, Laurent, hein, concrètement. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est déjà, quand il y a une université, c'est plus facile de traiter directement avec Apple qu'avec un hacker. Parce que tu vois, l'image derrière, et puis le chercheur, il va avoir du mal à dire j'ai touché en bitcoin par des Russes, quoi. Mais il y en a d'autres. Il y a Zerodium qui, eux, disent nous, c'est 2 millions de dollars une faille iOS. C'est comme sur le site. Hein. Après, il y en a d'autres qui sont plus controversés. C'est Crowd Defense qui te dit nous, ça peut aller jusqu'à 7 millions de dollars. Et on sait qu'ils bossent avec le FBI. Et également, j'ai vu jusqu'à 5 millions pour un explorer iMessage, parce que l'avantage de Message, c'est que si tu arrives à envoyer, il peut y avoir, le pire que tu puisses faire, c'est que tu envoies un message à quelqu'un que la personne ne voit pas, parce qu'il se plante avant, mais qui te donne accès au téléphone. Là, celui-là, si tu fais ça, là, tu es au-dessus des 10 millions. Crowd Defense, un peu plus critiqué, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils font des données, et ils les vendraient à des gouvernements un peu comme NSO, c'est ça l'idée, hein. Oui, c'est ça, ouais, exactement. Voilà. Exactement. Voilà donc un peu pour cet inventaire précis il y a un état des lieux complet des différents risques aujourd'hui sur les plateformes Apple. On va vous donner maintenant d'autres conseils plus précis pour vous prévenir. C'est dans ce prochain chapitre.
Regardez cette réaction de François et Célène. Je n'ai jamais eu aucun souci que ce soit sur iPhone ou Mac. La sécurité ne commence-t-elle pas en faisant attention aux sites que l'on consulte? Évidemment, c'est le premier devoir d'un utilisateur Mac, iPhone, PC ou Android. Hein. Tout à fait. Ouais. Et pour aller de manière plus générale dans quelques conseils. Alors, comment blinder son iPhone et son Mac? Alors déjà, le premier truc, c'est des mots de passe robustes. Alors ça, c'est... Donc, utiliser pour ça un gestionnaire de mots de passe. Donc celui d'Apple, tu te trouves suffisant sur intégré macOS 10? Très bien. Enfin, moi, je le trouve très bien. Après, certains vont préférer des gestionnaires de mots de passe pour avoir un côté multiplateforme. Pour le mettre sous forme de trousseau? Voilà, etc. Donc ça, après, c'est à chacun. Si une personne n'a que du Mac chez lui, ou ça peut aussi faire l'affaire, bon, voilà. Mais c'est une solution qui est gratuite, qui a l'avantage d'être gratuite. Il y a aussi, voilà, Bitdefender aussi une solution multiplateforme qui est très bien. On a l'activation... Attends, des mots de passe différents, tu dis il faut utiliser, mais dans le truc... Je suis toujours sur la partie mot de passe. Ouais. Utiliser un gestionnaire de mots de passe, donc ça va faire des mots de passe robustes, différents, et activer surtout la double authentification. Ça, c'est indispensable. Voilà. Et si on peut l'activer, pas par SMS, mais par une application qui va en fait éditer le code. Comme Google Authentificator, Microsoft Authentificator, par exemple. Exactement. C'est vrai qu'Apple ne propose pas ça aujourd'hui. Si, c'est inclus dans l'OS. C'est inclus dans l'OS aujourd'hui. Ah oui, tu reçois en fait, c'est dans notification. Dans réglage mot de passe, dans le compte en question, il y aura tous les 30 secondes le chiffre qui va changer. Alors, autre action à mener, tu en vois une autre? Autre action à mener, mettre tous ces appareils à jour, dès que possible. Sauf au studio, puisque... tu m'as expliqué la subtilité. Appareil de production, on ne peut pas les mettre à jour. Pour le grand public, pour son usage personnel, il faut mettre ces appareils à jour. Également faire attention à tout ce qu'on met sur Internet. Voilà. Faire un peu de nettoyage dans ses comptes. On a peut-être des anciens comptes, si on ne les utilise plus, les supprimer. Et comme on l'a dit déjà plusieurs fois dans l'émission, mais tous les liens qu'on va recevoir par SMS, par mail, on ne clique pas dessus. Ouais. Voilà. On se rend sur le site officiel, sur l'application officielle. Et s'il y a une action quelconque à faire, on sera tenu au courant. Christophe, Didier, vous avez d'autres conseils à donner également de votre côté ? Oui, globalement, c'est la façon dont on va se comporter qui est super importante. Donc, effectivement, ce qu'on ferait pas dans d'autres contextes, il faut pas le faire dans le milieu de l'informatique. Par exemple, il existe des petits filtres qui coûtent pas très cher, qui s'appliquent sur des smartphones ou sur des Mac, etc., et qui permettent de limiter en fait le champ de vision sur le côté. Donc, ça, c'est plutôt pas mal quand on utilise les transports en commun, ou alors on utilise uniquement l'Apple Vision Pro comme l'a fait notre ami Didier dans l'avion. Et comme ça, on est sûr et certain d'être hyper protégé. Mais donc voilà, c'est faire attention à quel endroit on tape le mot de passe. Est-ce qu'on ne le crie pas? Est-ce qu'on a choisi correctement son mot de passe? Enfin, il y a tellement de choses en fait qui devraient faire partie, je pense, des formations dans les écoles en fait, ou même pour les jeunes. Et je rajouterais juste, on en a déjà parlé, mais voilà, si on se connecte à un Wi-Fi public ouvert, d'utiliser un VPN, comme on a dit tout à l'heure. Indispensable. Regardez ce conseil de Mano avec iCloud+, on peut cacher l'adresse email avec une adresse relais, pratique dans les réglages. Il y a aussi protection en cas de vol de l'appareil, on en a déjà parlé, protection avancée des données, validation des clés de contact. Régulièrement, Apple ajoute des fonctions de sécurité. Effectivement, on n'a pas parlé d'iCloud Plus qui permet de masquer avec des programmes partenaires et on ne sait pas qui vous êtes vraiment. Autre réaction c'était qui ? C'était Mano. Autre réaction de Mano qui est très prolifique ce soir. Les passkeys sont-ils vraiment plus sécurisés que les mots de passe classiques et authentification à 2 facteurs ? Vont-ils se démocratiser ? Didier peut-être ? Oui. Laurent ? Vincent ? Oui. Oui, Laurent ? Oui, plus sécurisé. En 2 mots, un passkey, qu'est-ce que c'est ? Pardon. En fait, tu remplaces. Tu te sers d'un autre device pour valider. C'est le moyen d'échanger les mots de passe. Et franchement, c'est beaucoup plus sympa. Tu vas te servir par exemple de ton Face ID pour aller te connecter sur un autre site. Ouais. Et tu ne connais pas forcément le mot de passe en soi, en fait. Et eux n'ont pas besoin de connaître le mot de passe, et toi, tu n'as pas besoin de connaître le mot de passe. Du coup, tu n'as plus de mot de passe, c'est juste, tu te dis, à partir du moment où je suis authentifié sur une série de devices qui ont une sécurité plus forte, le Face ID étant beaucoup plus fort que n'importe quel mot de passe. Hein. D'ailleurs, c'est utilisé quand tu payes pour que tu puisses payer n'importe quel montant. Donc, en fait, tu transposes cette sécurité-là.
Par contre, ça a un inconvénient quand même, c'est que Oui. quand tu perds ton téléphone, on l'a tous vécu, je pense que les banques utilisent ça beaucoup maintenant. Tu as un appareil qui est lié à ton compte et si tu le perds, c'est un peu la misère. Des fois, il faut envoyer un courrier papier. Enfin bon, maintenant, ça s'est un peu arrêté ces trucs, mais j'avoue que nous, par exemple, tu vois, je prends des exemples, mais le bancaire, c'est vraiment le truc où il y a de la sécurité à tous les niveaux. Mais je trouve que tous ces filtres qui se mettent petit à petit rend des fois le quotidien très compliqué, que ce soit, tu vois, pour faire un virement, pour même des fois payer, tu as des trucs qui se mettent en route, etc. Et moi, je l'ai vécu là quand on est allé aux États-Unis, tu vois, où il fallait payer des grosses sommes et tout. Ah oui, mais vous payez depuis l'étranger, machin. Et même si tu as tous les mots de passe, même si tu as le passkey, le truc, on vient encore t'embêter après. Et je serais, tu sais, le petit gars qui garde un petit carnet là avec tous ses mots de passe à l'intérieur, il revient. Non, mais il revient à cause de ça, parce qu'on recomplexifie effectivement les façons de s'authentifier. Alors donc Face ID et tout, ça a vachement simplifié ce système, et j'espère qu'on va plus vers des choses comme ça que vers les 3 ou 4 barrières de sécurité. D'ailleurs, petit chiffre sur le fait d'écrire son mot de passe, il y a une étude qui est sortie. Ouais. Aujourd'hui, c'est 37% des personnes qui continuent à écrire leur mot de passe sur un cahier. Mais bien sûr. Évidemment. Mais parce que souvent parce que le mot de passe est trop complexe, donc c'est là où l'équilibre doit être trouvé entre ce que l'humain peut retenir et utiliser, et ce qui est bien pour l'informatique. Alors de même qu'on a une pièce d'identité, même si elle est falsifiable, on ne pourrait pas imaginer, je ne vais pas remettre une pièce dans le compteur, dans le flipper, on est déjà très en retard, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système d'identification universel, multiplateforme et multinational? Je veux dire, à terme, chaque pays, on a un numéro de sécurité sociale, on a un numéro de certification électronique, point barre. Ce serait idéal. On pique ça, après, c'est la boîte de Pandore, quoi. C'est la boîte de Pandore, c'est le fait d'être traqué en permanence. Olivier, tu veux vraiment vivre là-dedans, toi? J'ai un numéro de sécurité sociale et je me porte plutôt bien. Écoute. Mais non, parce qu'en fait, j'ai un numéro de sécurité fiscale, je me porte plutôt bien. Il faut arrêter, les gars. Internet, le Far West, ça n'existe pas. Il faut quand même, de temps en temps, avoir des garde-fous. Ou alors tout est le Far West, ça dépend de quel côté on se place. Et pour moi, ça ne me dérange pas d'être... Moi, j'ai rien à cacher, les amis. Christophe dit un truc intéressant. Déjà aujourd'hui, ceux qui ont des doublettes de plaques d'immatriculation, là, tu sais, ceux qui font des fausses plaques et puis ils prennent des amendes à ta place, comme c'est compliqué de faire valoir ses droits dans ce cas-là, alors imagine si on te piquait ton identité. Oui, l'idée c'est d'avoir un système sûr, mais a priori, si tous les gouvernements s'y mettent, ils ont quelques moyens. On en parlait tout à l'heure. On a une remarque qui est très pertinente de Christophe sur le chat. Christophe Grave ? Non, Christophe Gilles de Pélichy, qui dit toutes ces protections, entre parenthèses utiles, il a raison, rendent la vie compliquée des personnes âgées, qui sont de plus en plus à arrêter d'acheter en ligne. Je vois avec mes beaux-parents et parents. Et il a raison. Je trouve qu'il a raison. C'est vrai que nous, on est geek, on est dans la tech, on aime ça. Et on est victime. Bien sûr. Et on comprend. La semaine dernière, j'ai changé de téléphone, parce que tu m'as prêté un téléphone pour faire un test. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand je change de téléphone, il me dit, j'ai besoin de 2 devices. Mais comme moi, j'ai 2 comptes, j'ai un compte français et un compte américain. Mais en fait, quand je veux changer, j'ai besoin de 4 devices. Ah oui. J'avais besoin de 4. Et donc, en fait, complexity. Non, mais je sais, ce que je veux te dire, c'est que tu te retrouves à un moment donné, il dit, je te l'envoie. Et là, tu dis, mince, mais je ne peux pas me le faire envoyer parce que je viens de désactiver un des devices sur lequel j'envoie. Donc, le deuxième est bloqué. Donc, je suis obligé de monter un device en plus. Oui, c'est la machine à gaz. Mais rappelle-toi, Laurent, l'année dernière, j'ai fait tomber mon iPhone dans la piscine. Il a coulé, malgré ce que dit Apple. Et c'était vraiment... C'est pas moi qui dirais le contraire. Non mais ce qui est terrible, c'est qu'en plus toute ta vie est liée à ton téléphone maintenant. C'est-à-dire que ton téléphone il tombe dans l'eau, tu n'as plus accès à tes SMS, tu n'as plus accès à ton compte en banque. Quand ça t'arrive à l'étranger, c'est la galère. Et quand tu es en eSIM, c'est encore plus la galère. Parce qu'il faut que tu ailles souvent chez ton opérateur, il ne t'en génère pas à distance, etc. Donc on vit dans un monde qui se complexifie, ça c'est sûr. Ouais. Allez, je crois qu'on a été très précis ce soir et je pense on peut encore parler des heures et des heures autour de la cybersécurité. Ce sera l'occasion de réinviter Vincent dans cette émission, dans une prochaine émission. On passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on va commencer avec toi, tiens, à côté de moi, Vincent. Putain, jusqu'au bout, c'est terrible. Le script qui a écrit Jérôme, c'est énorme. Ouais, Vincent. Oui, alors moi, il y aura 2 coups de cœur. Ouais. Donc le premier, c'est pas forcément une nouveauté, mais en fait, moi, je l'ai utilisé pour la première fois il n'y a pas longtemps. C'est une application AirAllo. J'étais en voyage au Moyen-Orient, là, à Oman. Donc c'est une application, en fait, on achète un pass avant de partir. Et ça va donner un certain montant de data qu'on peut utiliser localement. En fait. Voilà, c'est une eSIM. Et les tarifs sont très abordables. Autour de 30 €, je crois, c'est ça là, j'avais payé pour un 20 gigas
c'était une quinzaine d'euros. Ah ouais, ça, c'est pas. Donc c'était vraiment pas cher. Et sur place, c'est utile d'avoir Internet quand on est en voyage comme ça, c'est top. C'est quoi la data hein. C'est que de la data, ouais, tout à fait. Et Premier ça marche app, dans premier tous coup de les cœur, pays, Airalo. voilà, dans tous les pays du monde, enfin ou un grand nombre. Et tu n'es pas actionnaire. Et je suis pas actionnaire. Deuxième coup de cœur. Deuxième coup de cœur. Alors normalement, ça devrait arriver fin mai, le Pass Navigo sur l'iPhone. La puce NFC. Voilà, sur par C'est NFC. quoi, Exactement. Mais Ah, c'est normalement, long, ça c'est se long, rapproche. Tao. Ça se rapproche. C'est Ah, avant les JO. On a les JO, on a C'est les une JO à coupe Paris, on valide, n'a toujours pas. Je disais, j'étais à Londres le week-end dernier. Putain, tu payes avec ta montre et bah, tout, depuis- Il n'y mais arrivera depuis pas. longtemps. Ça n'arriverait Non, pas en mais placer une. non, c'est C'est le coup une de honte. cœur C'est de une Vincent. C'est une Monsieur honte. Bantanat. C'est une honte de C'est le Île-de-France coup de Mobilité. cœur de C'est Vincent. une honte de Île-de-France Mobilité. Mais ça va arriver. Voilà. Encore un peu de Bon. patience. Dans un gros mois, normalement, on l'a. Et tu crois qu'ils t'arrivent en propriétaire, c'est-à-dire avec le pass Normalement, Apple, ou ils vont le faire sur leur appli à eux? Non, de ce que j'ai compris, c'est que c'était dans Wallet. Donc, bien intégré dans l'écosystème Apple. Ouais. Super. Mais Alors- tu vois, Laurent, il aura fallu quand même les JO pour Ouais, ouais. forcer Ah, c'est Apple une à honte, faire c'est une ça. honte, Ça tombe bien, c'est c'est une quand même honte. 200 ans. tristesse, Donc, Tu veux que je te livre C'est tous les un 100 autre ans, c'est truc de Île-de-France Mobilité? Tu prends toujours des passes à la semaine. Quand tu es touriste, c'est du lundi au dimanche soir. Mais un touriste, il vient pas du lundi au dimanche soir. Je veux dire, en Angleterre, depuis 25 ans, c'est plus le cas. 25 ans. Et après, Ouais. on se dit Paris, la ville du tourisme. Paris vous aime quand tu arrives. Paris vous aime. Qui Paris vous Et aime? là-bas, ah là là, c'est pas possible. Bien. Alors, tu tiens la parole. Pécresse et Hidalgo. Allez, puisque tu tiens la parole, au lieu tu veux vraiment qu'on se bannir de YouTube, toi. Tu as un petit coup de cœur à nous donner? Ouais, j'ai un petit coup de cœur, j'ai un gros coup de cœur même. C'est un livre qui a été écrit par Philippe Vandel. On a eu la chance d'avoir Philippe Vandel sur l'émission On refait la F1. Et il Allez nous a- la voir, abonnez-vous. Ah On ouais, fait ouais, la fin. franchement, qui a été diffusé en début de semaine. Et il est excellent, donc c'est un passionné de Formule 1, mais Ouais. surtout il a plein d'anecdotes qu'il n'a pas pu raconter en plateau parce que qui étaient liées à la Formule 1 et au journal du Hard, donc c'était assez mythique hein, pour Oui. ceux que ça intéresse. Notre génération, dirons-nous. donc voilà. Et donc en fait, Ancienne. il a publié un livre qui est sorti le 17 avril et qui s'appelle Les pourquoi des Jeux Olympiques. Et donc c'est un bouquin qui est génialissime parce qu'en fait il sait plein de pourquoi. Vous savez toutes ces questions qu'on se pose. Pourquoi on n'a pas le droit de lever un maillot quand on gagne au foot? Pourquoi on appelle le dauphin le numéro 2? Pourquoi? C'est des questions. J'ai envie de dire, c'est des questions cons, parce que franchement, Mais qu'on c'est des cherche les questions. réponses. Mais en fait, l'erreur, c'est si tu es curieux, tu cherches la réponse, mais surtout là, à lire, ça se lit, mais c'est un pur plaisir parce que tu découvres plein de choses et je me suis éclaté. Ça vaut 18,50 € surtout dans toutes les librairies et franchement, Voilà, tu vois, c'est c'est pas compliqué de faire un coup de cœur sans s'engueuler avec tout le monde. On enchaîne avec Christophe. Alors moi de mon côté, Olivier, j'ai souvent eu, je sais pas pour toi hein, en fait, mais cette expérience d'aimer un jeu vidéo et puis d'aller voir le film parce que j'aimais bien le jeu vidéo. Ouais. Et puis après tu fais bof, Resident Evil, bof, enfin voilà quoi. Mais ici c'est tout le cas contraire. Ah. C'est une série qui s'appelle Fallout et qui est évidemment une grande franchise du jeu vidéo. Mais cette fois-ci, moi, j'avais pas joué à Fallout. Je connais le jeu vidéo, bien sûr, mais j'ai jamais joué à Fallout. Et la série m'a donné envie de jouer à Fallout. Ça se trouve sur Amazon Prime. Donc, c'est une production Amazon originale qui raconte un petit peu ce qui se passe en cas de guerre nucléaire. Et puis, il y a plein d'humour. C'est très, très Ah ouais, bien ça donne envie de réalisé. rigoler. Ah oui, les acteurs sont vraiment top, etc. etc. Non, franchement, T'as tout regardé, je conseille. Christophe? Pardon? T'as tout regardé? Parce que moi, après Je un suis épisode, au- j'en avais un petit peu marre. Donc, C'est les goûts et les couleurs, les amis. Non, mais Mais enfin, non, mais C'est c'est son coup de intéressant. cœur. qu'est-ce que vous avez ce soir? Mais C'est pas possible. rappelez-vous en fait que c'est quelqu'un qui n'aime pas l'Apple Vision Pro qui parle. Donc, Ah oui, d'accord, c'est pour ça. voilà, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Allez, Didier, ton coup de Euh, cœur ce soir. À moins qu'il y en ait un deuxième, Laurent. Oh là là, Christophe. Laurent, tu as assez parlé. Voilà. J'ai pas un deuxième coup de Non, cœur, c'est sauf parfait. l'équipe dont refait le Mac. Bien évidemment. sûr. Bien sûr. On adore. D'ailleurs, on n'en a pas le choix, sinon il coupe l'émission. Didier, ton coup de cœur. Ah tiens, vraiment, je vais te donner une série que j'ai bien aimée, moi. C'était Crooks sur Netflix. Et c'est une série allemande, mais qui se passe à Marseille les 2 tiers du temps. Donc allez la voir, c'est un peu policier. C'est C'est basé sur une histoire vraie, donc c'est assez sympa. C'est quoi l'histoire sinon- en 2 mots? C'est une histoire de braquage et puis Ah, un peu de forcément, mafia et tout. Mais franchement, c'est hyper bien fait, hyper bien joué. Et j'ai J'aurais beaucoup pu plus les tourner à accroché que Bastia Fallout, aussi. tu vois, mais peut-être je me trompe. Et mon coup de cœur, sinon, c'est quelque chose que j'ai testé cette semaine, un petit peu d'autopromo, ne fait jamais de mal. Oui. Tu sais que j'aime bien les panneaux solaires. Oui. Et mes petits chouchous, c'était des Français BIM qui avaient lancé les premiers kits, tu sais, que tu mettais dans la prise, t'achètes ton panneau et puis tu commences à produire. Ils avaient fait des petits Didier, panneaux. Ne me dis pas que tu es encore tombé dans le panneau.
Et je suis encore tombé dans le panneau. Je vais vous laisser parce que là, c'est trop. Raconte. En plus, toi, t'es fan de solaire, Christophe, donc je sais que tu as. Surtout en Belgique, tu penses. Exactement. Alors en France, ça augmente, le kilowattheure, il est à 25 centimes maintenant, donc on rigole plus. Ouais, mais il faut du soleil. Et donc BIM a sorti un nouveau kit qui s'appelle BIM On. Donc c'est des gros panneaux de à peu près 460 watts. Donc, mais vraiment, l'installation, c'est 3 minutes. Et surtout, donc tu ouvres le panneau, tu le mets sur ta terrasse, tu le branches dans la prise, tu as une petite appli et ils ont fait une petite box connectée, mais maison. Donc tout ça fait en France. Un onduleur hyper bien intégré. fait. Oui, et puis en fait, il se connecte au Linky, donc il sait combien consomme ta maison, il se connecte au panneau, donc il sait combien que tu produis, il te fait le différentiel, etc. Donc génial. c'est hyper bien fait. En fait, pour moi, oui, là, c'est un peu plus cher que si tu fais tout toi-même, que tu achètes tes onduleurs, tes machins, mais en fait, pour entrer dans le solaire, c'est une des sociétés que je recommande vraiment, BIM, parce que je trouve qu'ils ont des beaux produits, c'est bien fait, c'est tout en français, tout expliqué en français, c'est très facile à appréhender aussi. Et tu vois, là, on arrive au moment où ça commence à être intéressant de produire. Donc allez voir le petit test que je vous ai fait cette semaine, ça s'appelle BIM On sur Mac Forever. Ça vaut combien ? Voilà. Moi, par exemple, j'ai pris un kit de 920 watts, t'en as pour à peu près 1000 balles. Et sinon, si tu veux le premier kit, autour de 600 €, on a des petits codes promo en plus sur le site, donc n'hésitez pas à les utiliser. Donc voilà, t'arrives à trouver un peu moins cher si tu fais toi-même, tu vois, si t'achètes les onduleurs, les machins, mais t'as pas forcément la garantie, le truc fait en France, la petite box connectée qui se connecte au Linky, etc. Donc voilà, faut voir un petit peu ce qui t'intéresse aussi, quoi. Merci Didier. De mon côté, un coup de cœur analogique, dirons-nous. Ça s'appelle Fragile, un roman graphique de Mathilde Ducrest aux éditions Casterman. C'est une particularité de cette BD, de cet ouvrage, c'est qu'il est réalisé intégralement sur iPad Pro, un dessin, couleur. Et c'est des grands fans apparemment de notre émission qui nous l'ont envoyé. Et il nous a fait très gentiment passer un exemplaire et c'est magnifique. On l'a avec Laurent parcouru cet après-midi. Ah non, moi je l'ai lu. Toi, je ne l'ai pas parcouru. J'ai lu les 150 pages d'une traite et je me suis éclaté. Je me suis éclaté. Tu m'as tendu ça un petit peu en me disant, regarde, c'est le coup de cœur. Et j'adore le trait, j'adore le dessin. Je me suis régalé. Ça se lit, c'est une histoire. C'est une histoire de 3 dames, on va dire, de 2 filles et principalement 2 filles et une dame, Pia. Mais franchement, j'ai adoré. Donc ça s'appelle Fragile de Mathilde Ducrest et ses éditions Casterman. Ça fera plaisir à notre ami Christophe Degraff, bien entendu. C'est la fin de ce 511e épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci Laurent, merci Vincent, voilà, j'y suis arrivé. Merci Christophe, merci Didier pour avoir participé à cette émission. Je vous donne rendez-vous, j'espère, la semaine prochaine ou dans 15 jours, on va voir pour un nouvel épisode. On espère que les iPads vont pas tarder du côté de chez Apple. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas bien sûr de cliquer également sur le petit pouce. Cela fait toujours plaisir. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.